Bonjour à celles et ceux qui nous écoutent, bienvenue au Maître Cube, le podcast qui parle de cubes et plus généralement du jeu de cartes Magic l'Assemblée. Je suis Lucas, votre hôte, et aujourd'hui je suis accompagné d'Antonin. Bonjour Antonin, comment ça va ? Bonjour. Bah écoute, moi ça va bien, je reviens juste de vacances donc je suis encore sur mon petit nuage. T'étais en Bretagne, c'est ça ? Ouais, c'est ça, 2 petites semaines en Bretagne, Avec la famille et tout ? décompressé, déconnecté de Magic, de toutes ces sorties qui arrivent. Comment ça, déconnecté de Magic Ça me va pas du tout. Moi, j'ai besoin que tu sois frais et c'est bon, dispo. je Là. suis de retour. Ah, là, c'est bon. Tu es à nouveau hardwire C'est ça. sur ce magnifique jeu. Au taquet. Antonin, ça fait un petit moment que tu joues à Magic. Est-ce que tu te présenterais rapidement à nos auditeurs et auditrices ? Oui, bien sûr. Donc, moi je m'appelle Antonin Michelet, je joue à Magic depuis juste avant la sortie de Lorwyn, donc a priori aux environs de 2008. Ça nous rajeunit pas, ça. Hein. Mon Dieu. Voilà, après j'ai joué un peu en on and off depuis, mais là ça fait maintenant pas loin de 10 ans que je suis quand même assez focus sur le game. Voilà. C'est mon divertissement principal, on va dire. Voilà. En même temps, Que ce c'est soit un niveau, beau divertissement. Que ce soit niveau occupation ou consommation de contenu. Voilà. Parfait. Aujourd'hui, la raison pour laquelle je t'ai fait venir, c'est parce qu'il y a une super extension qui est sortie il n'y a pas si longtemps. Contre toute attente. Oui, oui, c'est vrai que pour le coup, on était préparé au pire et on a été surpris avec le meilleur. Je parle de l'extension aux portes des éternités, donc Edge of Eternities en anglais, qui est sortie donc cet été et on va faire une analyse de l'extension ensemble, parler un petit peu des cartes qu'on trouve intéressantes, qu'on pense prometteuses dans le contexte du cube. Alors, quand je dis dans le contexte du cube, qu'on s'entende, il y a plein de cubes différents et donc il y a plein de contextes différents. Mais justement, on va essayer de brosser le plus large possible. En plus, toi et moi, on a des goûts variés en termes d'expérience de jeu et donc on aime des cubes très différents aussi, ce qui va nous aider à brasser un peu large et à parler à différentes personnes. Donc on espère que vous qui nous écoutez, vous allez vous retrouver dans les choses qu'on pourra dire, soit dans un de vos cubes, soit en tout cas dans les cubes de vos amis ou je ne sais pas. Mais voilà, on va essayer pas de parler uniquement du Power Max, on va aussi parler de cartes intéressantes pour d'autres raisons. Des cartes qui peuvent entraîner des plays intéressants, voilà. Ouais, ça. Quel que soit le niveau recherché. Voilà, si vous jouez que avec des communes, il y aura peut-être quand même des cartes qui vous intéressera et donc n'hésitez pas à rester pour nous écouter. Est-ce que tu es prêt à ce qu'on se lance ? Allez, c'est parti. Donc, avant de parler des cartes en elles-mêmes, on va vous parler des mécaniques de l'extension qui sont au nombre de 4 nouvelles mécaniques et il y en a justement qui ont des vraies applications intéressantes dans le contexte du cube, notamment parce que c'est toujours un peu la même chose quand il y a une nouvelle extension avec sa mécanique unique. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui vont être extrêmement pushed. Donc, c'est ça, on a beaucoup de mécaniques où tu trouves toute cette mécanique uniquement dans un set, tu as 15 cartes qui ont cette mécanique. Pour l'intégrer dans un cube de manière stable, si elle est vraiment isolée, c'est dur. Ce qui n'est pas forcément le cas ici. Oui, c'est ça. Dans les extensions récentes, on va parler par exemple de la mécanique de Aetherdrift, qui est donc allumer les moteurs. Cette mécanique-là, c'est un très bon exemple. C'est compliqué de l'intégrer dans un cube. La plupart des cartes qui ont cette mécanique ne sont pas très fortes. C'est moins gênant, je pense, parce qu'elles se suffisent à elles-mêmes. Avoir un deuxième Stardy Engine ne sert à rien une fois que tu as déjà allumé tes moteurs. Oui, c'est juste que c'est une mécanique où il n'y a pas beaucoup de cartes qui vont voir le jour en construit. Mais par contre, potentiellement, il peut y avoir quelques-unes de ces cartes qui vont avoir le power level pour être jouées en cube. Et c'est un peu ce qu'on va voir ici. Certaines des capacités vont probablement avoir pas mal d'applications en construit. Déjà, on l'a vu. Oui, tout à fait. Au moment où on enregistre cet épisode, on est fin août. Donc, laissez-moi vous dire que le format moderne, il a déjà vu une petite créature avec hyper-espace faire un petit peu son trou. Et il y a d'autres cartes comme ça. Donc, on va vous parler de ces mécaniques-là. Donc, la première, c'est hyper-espace. Je viens d'en parler. Warp en anglais. Est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que fait la mécanique ? Alors, la mécanique Warp te permet de jouer la créature à un coût moindre. Donc souvent, c'est des créatures, il me semble. Tu peux la jouer pour un coût inférieur, mais à la fin de ton tour, tu vas l'exiler. Une fois qu'elle sera en exil, tu pourras de nouveau la relancer, mais ce coup-ci pour son coût normal. Donc, ce qui te permet en général de la jouer quelques tours plus tôt pour l'avoir un seul tour, puis de la rejouer plus tard. Donc, quand même avoir l'effet qui reste. Ça va te permettre de débloquer des effets plus tôt dans la partie et de faire des big turns.
ou parfois, pour certaines cartes, juste avoir une partie de value dans un premier temps, puis une deuxième fois la jouer, faire une sorte de carte advantage vis-à-vis de ça. La plupart de ces cartes, alors pas toutes, certaines ont des effets statiques. C'est d'ailleurs la carte qu'on a rapidement évoquée, qui est en train de faire son tour en moderne, c'est son cas, elle a une capacité statique, une capacité déclenchée plutôt. Mais la plupart des cartes, elles vont avoir soit un effet d'arrivée en jeu, soit un effet lorsqu'elles quittent le champ de bataille, qui est effectivement... Soit les deux. Et évidemment, ça va venir synergiser avec cette mécanique de warp. Les cartes qui ont des effets permanents, il y a des enchantements qui ont hyperespace. Oui, tout à fait. En fait, souvent justement, eux, ils vont avoir des effets statiques, et donc l'idée c'est de dire, je vais pouvoir avoir l'effet pour un seul tour, mais plutôt dans la partie en payant moins de mana, ou bien la jouer plus tard et là j'aurai l'effet de manière permanente. Les cartes qui ont plutôt un effet d'arrivée en jeu ou un effet de quitter le champ de bataille, là c'est plutôt pour avoir le droit de faire plusieurs fois l'effet. Vous le jouez d'abord en début de partie, puis en fin de partie, et là vous aurez la créature en jeu. C'est ça, faire 2 fois la value. Voilà. Évidemment, vous vous en êtes douté, c'est des créatures qui vont être hyper forts avec tous les effets de blink qui vont consister à exiler votre créature pour la renvoyer sur le champ de bataille. Il y a plusieurs manières de les rentabiliser encore plus, de casser un peu cette mécanique. La première, évidemment, le blink. Pour tout ce qui est créatures, ne serait-ce que leur donner la célérité. Il faut les utiliser vraiment intégralement le tour où elles arrivent. C'est le cas de certaines qui ont elles-mêmes la célérité. C'est aussi, à partir du moment où vous avez un sac à outlet, donc une manière de sacrifier vos créatures, c'est une manière de les mettre au cimetière plus rapidement sans avoir besoin d'avoir quelque chose pour les défausser depuis votre main. Vous pouvez les jouer pour pas très cher, les sacrifier, elles vont autant au cimetière et après vous pourrez en faire ce que vous voulez. Voilà, il y a différentes manières, mais globalement c'est une capacité, ça n'a pas de sens de dire je serais très surpris qu'on la voit pas en construit. On la voit déjà en construit, c'est une capacité qui est très forte en fait. Trop tard. Voilà, c'est vraiment une capacité très puissante et il y a un certain nombre de cartes qui en fait auraient déjà été des cartes très correctes et intéressantes sans l'hyperespace. Et avec l'hyperespace, ça devient des excellentes cartes parce qu'elles sont versatiles. Et globalement, vous le savez, à Magic, la versatilité, la polyvalence, c'est super fort parce que faut vous adapter à ce que va faire l'adversaire, à votre main, à la variance du jeu. Ouais, puis pour une fois qu'ils intègrent une nouvelle mécanique, c'est vrai qu'on a vu dans le passé certaines mécaniques intéressantes qui ont été amenées un peu avec des pincettes, où elles étaient beaucoup trop chères. Oui, hyper nerf en fait. Tu sens que les développeurs, ils ont eu peur. Celle qui me vient à l'esprit, c'est... Bisto. Oui, la grâce. La grâce, voilà. Oui. Grâce, la première fois qu'on la voit sur Terros, pour faire l'effet en grâce, c'est 8 mana ou 6 mana. Enfin, c'est ridicule. Quand elle est revenue, cette capacité plus tard. En Modern Horizon 3. Oui, mais je crois qu'ils sont revenus aussi. En tout cas, quand elle est revenue, elle a été vraiment beaucoup mieux attribuée au niveau du prix. Et là c'est le cas. Toutes les cartes ont un effet très intéressant pour leur prix final. Oui. La carte finale est intéressante. Parfois un petit peu trop cher, mais un mana, donc vraiment juste pour dire on a payé plus tôt pour pas cher, donc maintenant elle coûte un mana de plus pour compenser. Mais par contre, toutes, si on arrive principalement à la blinker, à la faire rester pour son coût moindre, on est sur une vraie value, sur une vraie génération d'avantages. Donc il y a vraiment moyen de les rentabiliser très fort. Globalement, vous allez vous en rendre compte, mais les coûts en hyperespace les plus bas, souvent, sont intrinsèquement très très forts. C'est vraiment très puissant de pouvoir jouer une créature et bénéficier de ses effets ou de son effet juste très tôt dans la partie, avoir de la value plus tard. C'est ça, c'est pouvoir le faire en plus d'autres choses. C'est ça. Si l'adversaire utilise un removal dessus, en fait, vous avez tout gagné. Vous avez fait votre effet et votre adversaire, pour vous empêcher de le jouer plus tard, a décidé d'utiliser une carte pour la gérer. Vous êtes gagnant. C'est vraiment hyper fort. Ensuite, on a la mécanique des modules de descente. Alors, c'est assez terrible à quel point j'adore le nom anglais de cette capacité qui est les Lender Tokens. Et à quel point je déteste le nom français, jeton module de descente. Déjà, c'est interminable. C'est ça. Et on perd le truc hyper bien qui est le fait d'avoir le mot land en fait dans le nom. Ça aurait pu être atterrissage, module d'atterrissage. Je suis complètement d'accord. Voilà, non, mais c'est parce qu'après Game Workshop il serait arrivé en disant wow. Ouais. Il n'y a pas d'Espace Marine dans vos machins. Donc les modules de descente, ce sont des jetons. Ils vont être un peu comme les indices ou alors les trésors. On a un nouveau type de jeton non créature. Exactement. Alors je suis pas très confiant sur le fait qu'ils vont être réutilisés très souvent. Non. De la même manière que les jetons sang, c'est difficile de les sortir d'Innistrad, ou en tout cas d'un plan avec des vampires. Donc là, ces jetons, ils vont être créés par toute une flopée de cartes. Et ces jetons, qu'est-ce qu'ils disent ? Ce sont des jetons artefacts. Ils s'activent en payant 2 mana génériques et en les engageant et en les sacrifiant. Et quand vous le faites, vous allez chercher un terrain de base dans votre deck et le mettre en jeu engagé. En gros, vous faites une
croissance luxuriante. Voilà. C'est plutôt très fort pour un C'est petit plutôt jeton. correct. Dans l'ensemble, il n'y a aucune carte qui le fait, qui est vraiment efficace niveau Mais coût. Ben là, on est exactement dans le cas dont tu parlais avec la grâce. C'est où ça. tu sens que toutes les cartes qui créent des lender tokens, des modules de Tu descente, payes le coup pour l'avoir. ouais, vraiment, carrément. ils n'ont pas voulu donner des terrains pour pas cher. Ils ont bien vu en plus comment ça pouvait casser la color pie en permettant à des couleurs qui ne sont pas vertes de pouvoir aller chercher des terrains de base de à se rampe. fixer et de ramper. Voilà, donc ils ont été extrêmement précautionneux. Le défaut, c'est que la plupart des cartes sont pas très bonnes. Il y en a quand même quelques-unes qui sont intéressantes, on le verra, mais bon, ce n'est pas une excellente... Comment dire, la mécanique est forte, mais les cartes avec la mécanique, elles ne sont pas excellentes. C'est ça. Ensuite, on a la mécanique du vide. Le vide. Alors, void en anglais, le vide, c'est une capacité qui va nous faire penser à une autre capacité qui existait déjà. C'est ça. La révolte. La révolte, c'est une capacité qu'on a découvert à l'époque de Kaladesh, ou pour être plus précis, en révolte éthérique. Coïncidence, je ne crois pas. Et donc, cette capacité, elle disait, si un permanent que vous contrôlez a quitté le champ de bataille ce tour-ci, alors, et vous appliquez l'effet de la révolte. Vide, c'est vraiment révolte, mais qui a été patché, qui a été fixé. C'est Pourquoi ? ça, c'est le fixe. Parce que la révolte, c'est vachement bien, ça raconte une histoire, l'adversaire, il t'a tué une carte, et du coup, toi, tu vas pouvoir un effet bonus. Avez-vous entendu parler des Fetchland ? Voilà, c'est comme ça que... Ça a vite cassé le game. Ouais. Poussée fatale, c'est un bon removal, il paraît. Hein. Quand tu peux dire je fetch et je tue ton drop 4, bah, c'est un peu fort. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont wordé la chose de la manière suivante. Ils ont dit, si un permanent non-terrain a quitté le champ de bataille sous votre contrôle ce tour-ci, ou bien que vous avez joué un sort avec hyperespace, alors vous bénéficiez de l'effet vide. Donc, il y a le petit twist pour pouvoir jouer avec la mécanique de l'édition. Ouais, ça, cette partie-là, c'est clairement celle qui, comme ce qu'on disait tout à l'heure, en dehors de cette édition, on verra pas l'interaction, à mon avis, de manière très poussée. C'est ça. Mais voilà, c'est un bon fixe à révolte. Oui, et pour le coup, il y a quelques cartes qui sont assez fortes avec cette capacité, mais aucune du niveau d'une poussée fatale ou quoi que ce soit. C'est pas une capacité qu'on va beaucoup voir dans les cartes dont on va parler aujourd'hui, mais dans l'absolu, ça fait partie des mécaniques du set. Et enfin, on a la dernière mécanique, la mécanique de station. La mécanique de station qu'on va retrouver principalement sur deux types de permanents, des artefacts qui sont des vaisseaux spatiaux et des terrains qui sont des planètes. Comment ça fonctionne les stations ? On peut engager en rituel une créature et ajouter autant de marqueurs charge sur le permanent, donc le terrain ou l'artefact, que la force de la créature qu'on a engagée. Une fois que ça c'est fait, chaque permanent qui a cette capacité station va avoir au moins une bulle qui va nous donner à partir de combien de marqueurs charge une partie est débloquée. Alors certains véhicules ont un effet, c'est que certains vaisseaux spatiaux ont un effet de base quand ils arrivent en jeu ou un effet passif. Quand on va mettre des marqueurs charge, des fois ça va débloquer un effet passif qu'on n'avait pas avant ou en rajouter un autre. Et souvent, qu'il y en ait deux ou un, le dernier niveau va transformer le vaisseau spatial en créature. Un petit peu comme à la manière d'un véhicule. Voilà. C'est pour ça que je fourche depuis tout à l'heure. C'est que c'est un peu une nouvelle version des véhicules avec un système de fonctionnement différent. Oui, parce qu'une fois qu'une station a été chargée, et c'est ça la grosse différence, elle va rester créature. C'est ça. L'effet reste. Et évidemment, il y a aussi d'autres manières de casser la chose, avec le fait que ce soit des marqueurs charge. On a déjà vu des effets... Non, mais il n'y a aucune carte qui ajoute des marqueurs charge entre nous. Jamais. Et voilà à peu près au niveau des vaisseaux spatiaux. Pour les planètes, pour le coup, ils ne deviennent pas des créatures. Non. Et ils ont tous un boarding très similaire. Quand on a réussi à mettre 12 marqueurs charge dessus, on débloque une deuxième capacité sur le terrain. Qui est un petit peu mieux que produire un mana. Voilà. Alors, c'est pas toujours de la production de mana, mais c'est quand même un effet que si on l'avait par défaut sur un terrain, pas de doute que ces terrains seraient joués. On en parlera de toute façon parce que ça fait partie des cartes de notre liste. On parlera de ce cycle de 5 terrains. Ils se valent clairement pas tous et ils ont leurs problèmes, mais on en parlera plus tard. Ils ont tous quand même leur moyen. Voilà pour les mécaniques de l'extension. Sans plus attendre, je propose qu'on parle des cartes qui composent cette magnifique extension. On va commencer avec le blanc. Il me semble qu'en plus, c'est ta couleur préférée. Est-ce que ça te dirait pas de... Toute seule, c'est ma couleur préférée. Mais enfin, j'ai des affinités avec les couleurs très spécifiques, en fonction de si c'est une paire de couleurs... un archétype, voilà. Bon, c'est... dans ton cœur, de toute façon, il y aura du blanc, il y aura du vert quelque part, quoi. Voilà, sans doute.
Ou s'il y a ni l'un ni l'autre, ce sera Izzet. Voilà. Cherchez pas à comprendre, il est bizarre. C'est spécial. Ouais. Donc la première créature dont on va vous parler, c'est l'inquisiteur Paralux. Donc c'est une créature ange et sorcier pour un mana blanc. Elle a la vigilance, c'est une 2/1. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire exile une carte de sa main et peut jouer cette carte tant qu'elle reste exilée. Chaque sort lancé de cette manière coûte 1 de plus, donc un peu un effet Thalia là-dessus. S'il défausse un terrain, il ne coûtera pas 1 de plus à jouer, par contre il arrivera en jeu engagé. On est sur un drop 1 qui est assez agressif, on est sur une 2-1 pour 1 qui n'a pas de défaut. Déjà, c'est important de le préciser. Donc la statline de base, on est sur un lion des savanes. On en a eu pas mal dans les dernières années, des variantes de ça. On en a eu un récemment là avec Tarkir Dragonstorm. Et puis, voilà. On a vu Ragavan, je crois, aussi un jour. Oui, mais ça coûte un mana rouge. Ah, c'est rouge. Mais oui, c'est vrai. Donc voilà. Donc il y en a eu pas mal récemment. Celui-ci, il est intéressant parce que récemment, on en avait eu plusieurs qui avaient une capacité qui s'activait lorsqu'ils attaquaient. On payait 2 mana et on avait un bénéfice. Il y avait celui de Kaldheim qui créait un token. Celui de Tarkir Dragonstorm, c'était de grossir ou bien de pouvoir peser un petit champ. Voilà. En général, c'était plutôt des créatures qui avaient pour objectif d'attaquer, et si j'attaque, je vais être récompensé pour attaquer. Ça. Là, on en a un qui fait autre chose, donc forcément, ça a piqué ma curiosité. Il a la vigilance, bon, c'est un peu bonus, un peu gratuit. C'est intéressant pour justement le jouer tôt, attaquer avec et pouvoir le mettre en mode défense dès qu'on en aura besoin contre une créature célérité par exemple, pour pouvoir le chum block. De toute façon, la créature, elle est pas plus faible avec que 100 et en plus, on l'a vu dans les mécaniques de l'extension, comme il y a des stations, il y a l'effet qui se coule de et j'attaque et ensuite je l'engage. Et ensuite je mets des marqueurs. Mais c'est pas pour ça qu'on trouve la carte intéressante. Si c'est juste une 2-1 vigilance pour 1, vous en aurez parlé, mais moins longuement. Non, ce qui est intéressant, c'est que cette carte, elle va venir apporter autre chose à votre deck. C'est à la fois une forme de gestion, une manière d'interagir avec l'adversaire pour le ralentir. Et en plus de ça, ces créatures, en général, elles n'ont pas de TB. Ces créatures à 1 mana. Elles ont des capacités lorsqu'elles attaquent, elles ont des capacités lorsqu'elles restent en jeu. Mais Inspectrice de Traben, c'est intéressant parce que justement, ça va être très polyvalent. Donc quand elle arrive en jeu, vous créez un jeton indice. C'est un autre très très bon tour 1. Moi, j'aime beaucoup l'Inquisiteur parce que il va avoir ce côté de, à la fois c'est une carte agressive, à la fois, même si vous n'abusez pas de son effet va vous aider à agresser votre adversaire, et vous avez la possibilité d'abuser de son effet, de le blink, de le rejouer, et là de commencer à mettre vraiment la pression sur votre adversaire. Donc il a différentes applications. Et puis même si l'effet en lui-même serait sans doute meilleur plus tard dans la partie, au tour 1, quand votre adversaire a encore cette carte en main, il va pouvoir choisir la carte qu'il décide d'enlever. On reste quand même sur une prise d'information. Oui. On connaît une carte de la main de notre adversaire. Et puis on revient un peu à ce que moi j'aime bien dans le mono blanc quand même. C'est un peu de la taxe. C'est complètement une carte de taxe. Toujours voir écrit et payer un mana de plus, ça fait toujours plaisir. Et c'est 1 mana. La plupart des cartes taxes coûtent 2. Elles commencent surtout à 2. Depuis Esper Sentinelle, on va dire. C'est ça. Vu avant. Exactement. Et Esper Sentinelle, elle vous fait du card advantage, mais par contre, l'adversaire peut choisir de l'ignorer. Là, pour le coup, c'est une taxe que l'adversaire ne peut pas ignorer. Vous prenez l'information. Alors, c'est moins fort que tous les effets qui vous font garder la main. Heureusement, en même temps, c'est qu'un mana. Mais on a vu aussi récemment le Avemain Interruptor. Crois, oui, dans Thunder Junction. En Cross-Tonnerre. Qui permet de plot une carte adverse et qui dit en effet passif, quand un adversaire lance une carte depuis l'exil, elle coûte 2 de plus. Donc ça, c'est le genre d'effet qui vient s'ajouter. Je joue aussi beaucoup en Duel Commander. On a des cartes de Staple qui est Dranith Magistrate. Oui, alors effectivement, si jamais vous avez Magistrate Dranith dans votre cube, déjà vous êtes une mauvaise personne. Non, on s'amuse. A priori, si on l'a, c'est pour empêcher les gens de faire des bêtises. Oui, c'est vrai. Non, donc, tu vois, si jamais tu joues Magistrate Dranith contre moi tant que c'est pas en Commander et avec rien d'autre, je dis d'accord. Par contre, si tu commences à jouer des Inquisiteurs Paralux avec, là, c'est toi le méchant de l'histoire. On a un concept. Mais effectivement, le fait que les cartes soient en exil, ça va justement créer des problèmes. Ça va interagir avec d'autres choses. Donc, c'est une petite carte qui paye pas de mine, mais en fait, elle a plein de manières différentes de jouer avec le jeu. De prendre de l'info, voilà. Et ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas un drop 1 qui m'avait plu de la sorte, en blanc. Pour le coup, le dernier drop 1 qui m'avait vraiment fait un effet un peu comme ça, il est rouge, et c'était en Tarkir Dragonstorm. C'était la 1 avec mobilisation 1, qui peut se sacrifier derrière pour faire un removal. Donc ça, j'avais beaucoup aimé parce que c'était pas juste une bête de 1 pour 1. Mais là, c'est un peu pareil. Et j'espère que Wizards of the Coast, ils vont continuer à faire des créatures à 1 mana agressif, mais qui te proposent le petit truc en plus. Pas trop broken, mais juste qui fait un truc.
Je vais te proposer de parler de celle-là aussi parce que c'est moi qui ai demandé à l'ajouter. C'est vrai. Moi, je suis pas hyper convaincu par cette carte. Alors, la deuxième qu'on a ici, c'est Alia, guidée par la lumière. Donc on est sur une créature pour 3 mana, 2 incolores et 1 blanc. C'est une 3-3 humain et soldat. À chaque fois qu'elle ou une autre créature ou artefact arrive sous le champ de bataille sous notre contrôle, on gagne un point de vie. Donc là on est sur un effet assez basique, un effet sister comme on dit. Ouais. Au début de notre étape de fin, on pioche une carte si on a gagné 3 points de vie ce tour-ci. Et évidemment, on a la nouvelle capacité dont on parlait plus tôt, Hyperspace pour un mana blanc. Donc moi ce que j'aime bien sur cette carte, c'est qu'on est sur un effet sister, donc gagner des points de vie à chaque fois qu'une créature arrive en jeu. Le bonus qu'elle se compte elle-même, que ça prenne aussi les artefacts, peut être intéressant. Mais sur une créature qui fait quelque chose, c'est une 3-3 quand même. Et surtout, quand on a réussi à gagner 3 points de vie, ce qui a priori, si on commence à jouer ce genre d'effet, on est sur un archétype qui essaye de gagner des points de vie. On va, en plus d'avoir fait ce qu'on voulait dans notre archétype, on va piocher une carte. Et j'aime beaucoup, encore une fois, cet effet Hyperspace. Le fait de pouvoir potentiellement faire tour 1, donc une Soul Sister, une sœur des âmes sans doute, un 1 pour 1 qui fait gagner un point de vie quand une créature arrive en jeu. Suivante Ouais, il y en a plusieurs. Et gardienne des âmes. Et du coup, comme elles sont tous les deux... Il y en a une qui est sœur quelque chose, non? Non, c'est que comme les deux sont des madames et que les deux sont blablabla de l'âme, et ben ils se sont dit, est-ce que c'est pas des sisters, voilà. C'est Soul Sisters, mais en fait c'est parce qu'il y a Soul Guardian et il y a Soul, je sais plus ce que c'est. Ouais, c'est moi qui ai mélangé. Suivante de l'âme. Mais voilà, donc l'idée de dire à chaque fois qu'une créature arrive en jeu, on gagne des points de vie. Donc souvent c'est des decks qui essayent de jouer plein de créatures et de gagner des points de vie. Donc là on est vraiment sur cet effet-là. Le fait de pouvoir le faire pour pas cher, moi j'aime beaucoup l'idée de dire tour 1, suivante des âmes, tour 2 ça et une autre créature, j'ai gagné mes 3 points de vie et j'active son effet fin de tour. Et plus tard, je pourrai la rejouer pour 3, j'aurai une 3-3 qui fera quelque chose, qui sera pas juste une 1. Je pense que ce qui me plaît le plus dans la carte, c'est le fait que quand tu arrives au tour 3, au tour 4, tu vas pouvoir la jouer pour un mana, bénéficier d'une arrivée en jeu et plus tard la rejouer et avoir une autre arrivée en jeu. Déjà d'elle-même, elle va faire gagner au moins 2 points de vie, voilà. Si on la voit. Mais par contre, justement, je suis un petit peu moins convaincu. C'est pour ça que moi, je l'aime un peu moins. Je suis un peu moins convaincu des plays early parce que même si, pour le coup... Oui, tour 2, même tour 3, c'est déjà très correct. Bien sûr. C'est juste que souvent, les decks life, les decks qui veulent gagner des points de vie et jouer justement plein de petits effets comme ça qui s'accumulent, ils ont envie de poser des moteurs sur les premiers tours et j'aime pas l'idée de devoir dépenser un mana pour une carte qui va pas rester en jeu. Alors, effectivement, elle va scan trip, donc puisque tu vas probablement piocher une carte. Enfin, tu vas essayer de la jouer le tour où tu vas pouvoir piocher une carte. Je vous déconseille de jouer ça au tour 1. Hein, voilà, vraiment, ça a l'air très mauvais, mais Antonin, pour le coup, est d'accord avec moi. Ça dépend, hein. Tu peux avoir 2 ornithoptères à côté et ça fonctionne. On peut toujours trouver des choses à dire. Hein. Je suis complètement outré. Donc voilà, moi j'y crois un petit peu moins. Je reconnais, et ça c'était une remarque que tu m'avais faite tout à l'heure quand on en a rapidement parlé, c'est que effectivement c'est une carte qui va compresser 2 rôles. C'est à la fois une Soul Sister et à la fois un payoff. C'est ça. Et c'est assez rare au final. Alors il y en a d'autres. Hein. Oui. Bon, il y a clairement une carte. Mais en général justement il coûte pas mal de mana. Oui. Le fait que celle-ci on puisse la jouer pour un mana. Oui. Et je suis d'accord avec toi que ce genre de deck essaye de setup des choses avant. Mais aussi la manière dont tu te bats contre ces decks-là, c'est justement d'enlever les setups plutôt que de te battre contre ce qui arrive, contre les payoffs derrière. Parce que si les payoffs ils arrivent et qu'ils disent quand j'ai gagné des points de vie, je fais un effet, mais s'il n'y a plus rien qui te fait gagner des points de vie, là c'est l'avantage de dire bon, j'ai joué mes effets, mes moteurs en début de partie ils se sont fait gérer. Maintenant j'ai mon moteur pour pas cher, j'ai encore du mana pour faire autre chose. Du coup j'ai gagné mes points de vie, j'ai réussi à trigger ce payoff là. Non, je suis d'accord. Et plus tard je pourrais le refaire. Je peux être sensible à cet argument là et effectivement. Enfin, moi pour le coup j'aime bien les cartes qui essaient de compresser plusieurs rôles. Là je pense que celle-ci elle m'a moins parlé parce que je trouve que le payoff il est pas incroyable, il est pas suffisant. C'est au mieux une carte par tour. C'est correct. Et ça reste bien. Ça reste bien. Si vous arrivez à piocher une carte de plus par tour, c'est la reine Phyrexian, c'est très fort. Mais on va pas le broken, on va pas piocher la moitié de son deck dans le tour. Et en plus ça vous aide pas à gagner directement la partie, c'est que un avantage indirect. Et je crois que c'est ça qui faisait que j'y croyais moins. Là où effectivement des frères de bande d'Ajani, des cartes qui vont grossir, qui vont devenir très rapidement oppressives. Ben ça, je voyais un peu plus le truc. Il y a justement une carte qui va nous rappeler un petit peu ça plus tard dans les cartes multicolores. Mais pour le coup, il s'agit d'un truc dont on parlera tout à l'heure. Alors, la carte suivante dont on va parler, c'est Zénith Cosmogrand. Alors, j'ai aucune idée de comment on prononce ça en français, mais parce que Cosmogrand, c'est super moche. Mais Cosmogrand. Je pense qu'il va falloir le faire comme ça. Hein. Ouais. C'est une créature humain et soldat, d'accord, pour 3 manas, dont un mana blanc. Et c'est une 2-4.
Cette créature, elle a une capacité qui dit à chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, choisissez l'un. Soit vous créez 2 jetons de créatures, 1 blanche, humain et soldat, soit vous mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. On est sur une grosse carte. On est sur une bonne carte. Là, on est sur une grosse carte. Elle est mythique, mais pas pour rien. Voilà. C'est clairement Donc, ça aussi. On va passer très très rapidement sur le power level. La carte, en termes de ce qu'elle amène au board, enfin, si vous arrivez à la trigger ne serait-ce qu'une seule fois, pour 3 mana, vous avez mis une 2-4 et 2-1, donc vous avez mis un équivalent de 4-6 sur le board. Voilà. 4 de force, 6 de défense. C'est énorme. A priori, le but, c'est de le faire le tour où on la joue déjà. Voilà. Et c'est le minimum. Et je parle même pas d'en abuser avec une babiole ou un spell à 0. Même si vous la jouez au tour 4, vous jouez ça puis un spell à 1. Et quel que soit le sort que vous jouez, ça c'est le body que vous mettez. Il faut juste pas que ce soit elle. Il faut vraiment que ce soit elle la première. Oui, c'est ça. Si jamais vous la jouez comme deuxième spell du tour, alors probablement que on vous apprend plus rien parce que maintenant c'est une interaction qui est un peu vieille, mais on le reprécise au cas où. Si c'est elle le deuxième sort de votre tour, elle n'est pas en jeu au moment où vous lancez ce sort. C'est trop tard quand elle va arriver en jeu. Enfin, le sort a été lancé et vous n'aurez pas cette capacité. Donc, il faut bien la lancer avant. Puis après, les tours d'après. Mais enfin, ce deuxième sort du tour, là, c'est la deuxième fois qu'ils nous le font là, récemment. Parce qu'on a eu Tout à fait. On a eu aussi un dragon de Tarkir. Tout à fait. Et c'est plus de ça dont je veux parler. Parce que, qui était un peu dans ce même style que bizarre pour blanc. Après, si tu arrives à faire ça dans l'autre, pour 6 mana. C'est pas mal comme value. C'est ça. Bon, du coup, effectivement, on va en parler directement. Je vais le garder pour plus tard et parler d'abord du power level. Mais effectivement, on va parler d'abord de la chose qui m'intéresse le plus, outre le fait que, comme on l'a dit, cette carte est complètement pétée. En fait, j'adore qu'ils essayent de push un archétype Spellslinger, un archétype. Alors, c'est Flurry, c'est ça le nom de la capacité en anglais, je crois, dans Tarkir Dragonstorm, qui dit quand vous jouez votre deuxième sort, donc c'est la capacité de Jeskai. Et grâce à Jeskai, et là, enfin. Ils amènent des cartes avec cette capacité. Moi, je suis hyper enthousiaste de ça. Je pense que ça peut amener des archétypes très nouveaux dans les cubes, avoir un archétype un petit peu le Spellslinger. Peut-être qu'on va pouvoir retrouver des cartes comme celles qu'il y avait en Strixhaven, avec notamment la 0-2 ou la 0-1, je sais plus, pour un mana blanc qui gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour à chaque fois que tu lances un éphémériteur. Enfin, je pense que ce genre de carte est hyper prometteuse, c'est hyper agressif. Celle de Tarkir Dragonstorm donc, qui se copiait si c'est elle la deuxième. Si c'est elle le deuxième sort. En fait, j'adore ce design. Quoi. Ça change. Les 2 capacités en plus. Et évidemment, ce combat est extrêmement fort. Là, sur celle-ci, après, on pourra revenir après sur celle-ci spécifiquement. Mais c'est vrai que, encore une fois, quand on reprend sur la capacité Warp qu'on a vue juste avant, sur même la première carte qu'on a vue, une carte à 1 mana, blanc, c'est souvent des cartes pas chères. On garde pas souvent beaucoup de cartes en main. Bah là, en fait, on rentabilise vraiment ces plays de début de partie. Ah, complètement. Blanc a le support pour pouvoir jouer 2 spells par tour. C'est vraiment une bonne couleur. En gros, globalement, on a blanc, bleu et rouge. Bon, sans surprise, les Jeskai. Ces 3 couleurs-là sont faites pour jouer plusieurs spells dans le même tour. Là, franchement, cette carte, j'ai du mal à voir comment elle va pas être jouée, même en construit, peut-être en standard, je sais pas. Je sais pas à quel point elle va dominer des formats, mais en tout cas, nous, dans le contexte du cube, cette carte, elle est incroyable. Après, c'est vrai que dans ce qu'elle fait, parce que clairement, quand on regarde la carte, c'est une carte qui est là pour jouer d'un token. Et qui a du coup l'avantage de mettre des tokens ou booster tout le board si on a déjà les tokens. Donc, si on est devant, on enfonce, si on est derrière, on build. Par contre, dans cet archétype, je pense que c'est pas le meilleur endroit pour jouer 2 sorts par tour. Ouais, mais justement, en fait, c'est là où je pense que la carte est très forte. C'est que je crois pas que ce soit une carte pour token. Je pense que la carte est excellente dans token. En fait, elle est tellement push. Mais elle est tellement push que c'est juste une bonne carte d'aggro. C'est ça, elle est juste bonne tout court. En fait, vous allez dire, du coup, je joue ça. Et imaginons, vous jouez un peu bourrin, vous jouez ça au tour 3 pour la curver. Tant pis, vous allez pas bénéficier de son effet tout de suite. Tour d'après, vous dites je vais jouer Volocile, je vais blinker ton truc et je vais faire Swords to Plowshares. Allez, je vais faire un removal sur ta bête, paf, je trigger, paf, je mets du. Enfin, en fait, c'est super facile à activer pour la couleur. La carte est puissante sur toutes ses lignes. Et vraiment, souvent, les effets qui buffent, c'est pas bien quand ça arrive avant d'avoir mis le board. Enfin, en fait, elle va s'adapter à ce que vous voulez faire. Bref. Voilà. Elle fait vraiment tout ce qu'on veut faire. Si je voulais vraiment lui trouver un défaut, c'est une créature pour 3 mana qui a 4 d'endurance et qui peut snowball. En fait, je dirais juste que c'est une carte qui va être dangereuse pour certains environnements. Quand vous la jouez, il y a vraiment des decks aggro qui vont pas pouvoir passer 7 de 4.
vous n'allez pas pouvoir passer le fait de pouvoir potentiellement gagner 2 nouveaux bloqueurs à chaque tour. La carte, elle me fait un petit peu penser, alors en moins grosse, en moins fort, mais à Titan des Tombes, qui quand il attaque crée 2 jetons zombies. Oui. Et en fait, c'est un peu ça, cette carte, elle peut être dangereuse pour l'équilibre de votre cube si jamais vous avez besoin d'avoir des aggros qui passent au sol et que elle est fait sans se mettre en danger en attaque. Voilà, si jamais vous n'avez pas beaucoup d'interactions qui peuvent tuer une 2-4, bah en vrai, la carte elle est très très oppressante. Mais par contre, j'adore. C'est un de mes coups de cœur, je pense, de l'extension. Donc la créature suivante, qui est Exalté, Né du Soleil. On est sur un ange et sorcier pour 5 mana, dont 2 blancs, qui est 4-5. Il a le vol et le lien de vie. Si au moins un jeton devait être créé sous votre contrôle, 2 fois ce nombre de jetons est créé à la place. Donc ça, c'est un effet qu'on connaît bien, qu'on a déjà vu. Oui, très apprécié des joueurs de Commander. Voilà. 5 mana pour ce genre d'effet, c'est aussi à peu près ce qu'on voit d'habitude. Un petit peu plus cher en général, juste doubler les tokens, c'est vie parallèle, c'est procession Annoying Protection, donc c'est 4 mana. Mais voilà. Là, c'est un mana de plus. Mais c'est sur une créature 4-5 vol, lien de vie. Ce qui est un bon bol. C'est bien pour un mana de plus. C'est un bébé qui a bien mangé. C'est correct. Sauf que la petite ligne en plus, c'est encore une fois Hyperspace pour un incolore et un blanc. Donc on va à nouveau pouvoir avoir cet effet plusieurs tours avant, ou en tout cas sans être plusieurs tours avant, peut-être sur même le tour où on l'aurait eu normalement, donc c'est-à-dire au tour 5, mais on va pouvoir le faire et générer les tokens dans le même tour, pour pas laisser à notre adversaire l'option de l'enlever. Je vais faire un petit clin d'œil à Timothée Simoneau. Timothée, c'est lui qui m'avait fait la remarque, à juste titre, donc dans les premières itérations de mon cube artefact, que tous les effets qui doublaient les tokens, voilà, ce genre de choses, bah, c'était très fort en commandeur, mais c'était assez nul en fait en 1v1. Souvent, c'est beaucoup trop cher. Voilà, parce qu'en fait, ça il faut arrive hyper tard. Voilà, ça arrive hyper tard. C'est un setup qui arrive en fin de partie. Exactement. Et en fait, si tu as déjà joué toutes tes cartes qui créent des jetons, bah en fait, c'est nul. C'est nul de dire je joue ça. Et t'as pas envie de dire je passe mon tour 4, je joue ça, je fais rien. Cette carte corrige les 2 défauts de ces enchantements. Déjà, elle a la possibilité d'arriver beaucoup plus tôt pour pouvoir enchaîner avec un sort qui va faire cet effet-là. Donc ça, c'est super fort. L'autre truc que j'adore, c'est que ce n'est pas une créature qui ne fait rien. En fait, c'est une 4-5 vol lien de vie. Pas trop, non, ouais. Non, c'est une super cloque. C'est un bon ange de Serra. Même si derrière, vous n'avez plus de cartes pour pouvoir jouer des jetons, vous avez mis une grosse créature qui met la pression. Si vous avez vos synergies, vous allez continuer à snowballer, à vous mettre bien. Je trouve que la carte, elle s'adapte hyper bien. Moi, franchement, c'est le genre de carte que je peux considérer dans le contexte du cube pour soutenir des synergies tokens, alors que d'habitude, les doubleurs de jetons, c'est vraiment pas idéal. Ils sont durs à mettre en place. Et là, la carte, je la trouve vraiment très très bien. C'est vraiment des effets qu'on appelle en général win-more. C'est-à-dire que oui, si tu es en train de gagner, cette carte va te faire gagner. Mais quand tu es derrière, tu viens juste de perdre un tour. Là c'est vraiment pas le cas. Un gros bloqueur là. Voilà, c'est ça là. Et puis 4-5 lien de vie. Ouais. Donc il bloque bien. Ouais. Vol, il attaque bien. Et puis tout ce que tu fais à côté, ça va vite dégénérer. J'ai pas forcément de carte en tête où je me dis pour 2 mana, là ça devient déjà débile, mais il y a pas mal de cartes pour 2 qui mettent 2 jetons. Oui, déjà, c'est ça, juste pour 2, tu fais 2 soldats, t'en mets 4. Pour 4 mana, t'as mis 4 tokens. Rien que ça, j'ai l'impression que c'est fort. Mais surtout, là où ça peut vite dégénérer, c'est avec des effets qui sont déjà sur le board. Si t'as un Nantuko en jeu, putain, ça c'est vraiment débile. Qui à chaque fois que tu poses un terrain va faire un token, ou tu peux payer un incolore en vert pour faire une copie de la créature qu'il aurait enchantée. C'est une créature avec la grâce. Tu veux dire que si jamais, par exemple, tu avais, je ne sais pas moi, 4 mana, voilà. Tu pourrais dire que tu hyper espaces une Exaltée Née du Soleil, qu'ensuite tu joues un Nantuko dessus, qu'ensuite tu poses un terrain, et qu'après ça a l'air bien. Et tu fais une copie de elle, qui du coup, tous les terrains qui arrivent après vont faire des copies de elle. Non, ça a l'air de s'amuser. Ça a l'air vraiment pas mal. Ça a l'air de faire des choses. Donc voilà, je pense que la carte, c'est une version viable de ce genre d'effet. Alors là, ça va donner l'impression qu'on parle avec un focus power maxé à fond, parce que non mais comment ça, une 4-5 vol lien de vie pour 5, c'est juste viable. Alors, évidemment, il y a des cubes où cette carte, c'est une menace en fait, juste même sans les capacités. Mais ce que je veux dire, c'est que dans des cubes où la pression sur la mana est un peu plus forte, la tempo est plus importante, en fait d'habitude on peut pas avoir ce genre d'effet, et là je le trouve possible, donc forcément, moi qui aime bien les decks hyper synergiques, ça me parle. La dernière créature en blanc dont on va parler, c'est la récupératrice Astélie. Alors elle,
C'est une carte, Antonin. Je sais pas trop quoi en penser et donc j'avais envie qu'on en discute. C'est une des rares cartes que j'ai choisies en me disant j'arrive pas à savoir à quel point c'est fort, mais j'ai vraiment l'impression que c'est bien. Vas-y, dis-moi tout. C'est une 5-4 vol pour 5 anges et guerriers, donc on est un petit peu dans le même genre de carte. Bon, il y a une 4-5 vol avant lien de vie et là c'est une 5-4 vol, bon elle s'entretue. C'est une créature qui elle aussi a hyperespace. Elle a hyperespace pour 3 mana, donc un petit peu plus cher. Qu'est-ce qu'elle fait ? Quand cette créature arrive, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de permanent non créature, non terrain, avec une valeur de mana inférieure ou égale à X ciblé, X étant la quantité de mana dépensée pour lancer cette créature. Il y a plusieurs cartes qu'ils ont faites sur ce modèle. Il y a l'Eldrazi notamment qu'ils ont fait comme ça, où quand tu le joues en hyperespace, a priori son effet va être moins fort que quand tu vas la jouer pour son vrai coup de mana. Alors dans l'Eldrazi c'est un peu différent. Ouais, mais c'est quand tu quittes le champ de bataille et c'est en fonction de terrain. Donc, mais il y a cette même logique de c'est un effet qui va scale. Et là pour le coup, donc ça dépend de la quantité de mana. Donc d'abord, si vous la jouez en hyperespace, ça va faire un effet pour 3. Et quand vous allez la jouer normalement, ça fera un effet pour 5. Cette carte, j'ai l'impression que c'est une carte qui déjà va être, hyper intéressante, juste comme un spell, en fait. Pour 3 mana, je ramène quelque chose. Plus tard, elle peut le refaire et être une créature agressive. Moi, la question que je me pose et la question pour laquelle j'arrive pas à savoir si cette carte, elle va être bien, c'est est-ce que blanc, ça aura des bonnes cibles à les ramener et que ça voudrait pas juste ramener justement des créatures, quoi. Ah ouais, pour le coup, je trouve ça très mauvais. Ah. Alors, sur le papier, quand tu fais la première lecture, ça a l'air en effet intéressant. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est pour 3 mana, tu ramènes un non-créature, non-terrain de ton cimetière, c'est CM3 au moins. Ok, du coup, tu viens de passer ton tour et sachant qu'elle quitte le champ de bataille à la fin du tour, à faire que ça. Donc, il faut que tu aies un truc, non-créature, non-terrain au cimetière. Déjà, il va falloir que tu setup ça. Tu as payé 3 mana pour pas mettre de board, parce que le truc que tu as ramené est non-créature. Oui. Donc, il faut vraiment que la carte que tu as ramenée, elle ait eu une valeur vraiment folle sur l'état de la game pour justifier de passer ton tour 3 à rien faire. Pour le tour 5, a priori, t'as pas rien fait. T'as pas rien fait, mais t'as pas mis de créature. Enfin, il faut vraiment que la carte que t'as ramenée était vraiment bien. C'est bien piège-pont. Ah non, mais c'est bien piège-pont. Mais est-ce que c'est suffisant de dire, enfin, en tout cas pour un tour 3, après ça peut être plus intéressant plus tard. Pour 5 mana, c'est pas mal. Tu ramènes un truc CCM5, donc ça peut être un gros artefact, un gros truc qui va vraiment tâcher, et t'as mis une 5-4 en jeu. Là, pour le coup, c'est cool. Mais c'est vrai que pour moi, quand j'y regarde, la grosse valeur ajoutée que tu as à faire sur les créatures Hyperspace, bah, c'est de la blink. Et elle, du coup, quand tu la blink, elle fait que dalle. C'est vrai. C'est le plus gros défaut de la carte, je pense que c'est ça, au-delà de... Ou alors elle ramène une babiole. Ouais, comme elle est wardée. Oui, complètement. Si, elle ramène une babiole. Ça rend pas du rêve de fou non plus. Hein, non, ça n'a pas l'air fou. En fait, je crois que pour moi, c'est ça le plus gros défaut de la carte, parce que pour le coup, il faudrait regarder en détail, est-ce qu'il y a un deck qui peut avoir de l'intérêt à justement ramener des permanents, etc. Mais en fait, moi, ce que je vois, moi celle à laquelle je la compare beaucoup, alors j'ai plus le nom malheureusement, c'est une carte d'un pack commander, je crois, pour 2 incolores, 1 blanc, tu ramènes un permanent CCM3 au moins, et elle a le flashback pour 5. C'est Sevin's Reclamation. Sevin's Reclamation, voilà. Et du coup, quand tu la ramènes, quand tu as flashback, tu ramènes 2 choses. Oui, c'est vrai. Qui coûtent 3 au moins, toutes les deux. Qui coûtent 3 au moins, toutes les deux, pour le coup. Mais tu peux ramener 2 choses qui coûtent 3 au moins. Ça peut être des terrains. Ouais. Et là, c'est la grosse différence. Tu peux ramp avec, tu peux ramener des créatures. Donc, en fait, le problème, c'est... Là, qu'est-ce que tu ramènes ? Il faut vraiment que tu aies réussi à mettre ton truc au cimetière parce qu'il y a quand même peu de chances que ton adversaire il t'ait détruit ton artefact. Et si tu as un artefact qui est suffisamment game breaker, c'est CM3 a priori parce que tu veux essayer d'avoir le maximum de value. Tu l'as joué au tour 3. Ton adversaire l'a détruit dans le cadre du cube. Est-ce que tu as vraiment envie de mettre un truc qui dit bon, ton adversaire il avait la carte de side pour détruire ton artefact vraiment puissant. Bon, maintenant tu l'as juste récupéré. Et c'est vraiment tout ce que tu as fait. Hein. Je suis un peu mitigé dessus. Je pense que tu m'as convaincu. J'ai envie de l'aimer parce que déjà, je trouve que tous les anges de cette extension ils sont magnifiques. Ah oui, ça pour le coup, on est d'accord. Et les versions alternatives sont juste incroyables. Enfin, c'est vraiment l'effet, je le trouve cool. Je me souviens d'une carte qui, pareil, avait aiguisé. Et au final, c'est rigolo, c'est un petit peu similaire. On avait parlé avec David, de notre groupe de cubeurs. C'était l'espèce de compagnie rassemblée, mais de Tarkir Dragonstorm, qui marchait pour les permanents non-créatures, justement. Et effectivement, ça m'avait semblé très mauvais, mais j'avais envie d'aimer la carte. Mais c'était dur de voir comment casser la carte, comment arriver à
à la rendre viable. Et peut-être qu'effectivement, Récupératrice Astelli rentre dans le même saut, mais ça me fait Je pense que là où tu vas ça me fait de la vraiment peine. réussir à la rentabiliser, c'est si tu arrives à mettre une créature en jeu avec. Par exemple, l'artefact qui met un germe avec une force égale au nombre d'artefacts, ce genre de choses. Vraiment, je pense que si pour 3 mana, tu n'as vraiment pas d'impact direct sur le board, parce que souvent, les artefacts d'enchantement que tu vas pouvoir ramener, ils peuvent être forts, hein, mais alors, à 3 mana, soit ils sont vraiment forts, mais s'ils sont vraiment fun à rejouer à chaque tour, tu vois, c'est... Non, je suis d'accord. Alors après, il y a toutes les synergies avec les artefacts qui vont se sacrifier pour faire un effet. Oui, c'est vrai. Mais souvent, ils vont pas coûter 3 mana. Oui, mais après, même si c'était 2 mana et que ça vaut le coup de l'armer, mais par exemple, si on prend un Stalin Grove qui va justement se sacrifier pour aller chercher un enchantement de votre choix dans votre deck, Oui. le truc c'est que est-ce que vous avez envie de jouer ça? Effectivement, je suis pas sûr. C'est peut-être. Voilà. Bon, tant pis pour celle-ci. Moi, je l'aime bien, mais je pense que tu as raison. Je suis assez convaincu. Moi, ce qui me gêne vraiment, c'est le fait que tu puisses pas en abuser en l'exilant et en la remettant en jeu, en faisant un blink dessus. Oui, ça c'est vraiment Ils ont été très vilains. C'est vraiment le truc qui me bloque un peu. La carte suivante dont on va parler, alors, c'est une carte hot take. Moi, je pense que cette carte, elle est absolument incroyable. Non, plus sérieusement, l'âme de lumière de l'écuyer. C'est un équipement pour un petit mana blanc. Il a le flash. Quand il arrive en jeu, vous l'attachez à une créature ciblée que vous contrôlez. C'est mieux sur un équipement avec le flash, parce que sinon c'est fatigué. Sinon, c'est pas impressionnant. C'est ça. Cette créature acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. L'effet de l'équipement, sinon, c'est juste donner +1/+0 à la créature équipée. Normalement, il s'équipe pour 3. Alors, la carte, elle paraît pas impressionnante, mais... La carte est correcte jusqu'à ce que tu arrives à équipement 3, je trouve. Je suis d'accord. C'est très très cher. En fait, la raison pour laquelle je suis hypé par cette carte, c'est parce que jusqu'à maintenant, les équipements qui faisaient ça, pour des coûts qui n'étaient pas prohibitifs, ils étaient en rouge. D'accord. Et c'est la première fois qu'ils en font un qui est aussi efficace en termes de ratio. Alors je parle pas pour le rééquiper après, je parle vraiment juste pour un mana, vous donnez un en force et initiative. Le tour où tu le joues. C'est un vrai combat de trick en fait. Le trick de combat est vraiment intéressant pour le prix, quoi. C'est un mana, +1/+0 initiative, vous avez tué une créature. C'est ça, tu gagnes le trade. Voilà, toujours. Et cette carte, derrière, c'est pas un très bon équipement. Mais c'est pas important parce que c'est juste là pour activer des synergies d'équipement, activer le fait que vous avez un permanent en plus, etc. etc. Je trouve ça trop chouette qu'ils continuent à essayer de push ces cartes-là parce que c'est des cartes que j'aime bien intrinsèquement. La dernière qu'ils ont faite en Final Fantasy, c'est l'âme de Korai, je crois. Et elle s'équipe pour un mana. Alors bon, c'est complètement débile. Elle est extrêmement forte cette carte et ça coûte un mana rouge. Mais là, ça coûte un mana blanc. Et donc, j'aime beaucoup le fait qu'ils essaient de push cet effet dans cette couleur-là parce que ça me paraît pas du tout... inconvenant et je pense que c'est clairement des couleurs pour équipement de toute façon. C'est une bonne petite carte. Moi je pense qu'elle va faire son trou dans des cubes. C'est une commune, hein. Oui, c'est une commune. C'est une commune et justement je trouve ça hyper chouette d'avoir une petite carte comme ça qui va vraiment t'aider à faire des bonnes phases de combat et derrière t'as un petit bonus en force. C'est pas piqué des hannetons et si jamais t'as des créatures qui ont des bonus quand elles sont équipées, c'est Gucci. La suivante, c'est une carte dont toi tu m'as parlé. Ouais, que j'ai déjà pu tester dans un deck et que j'aime beaucoup. et en plus, moi quand je l'avais vue, j'étais semi-convaincu de la carte. Je m'étais dit, j'ai l'impression que c'est un peu juste. En fait, on a réfléchi 2 secondes, ça a l'air vraiment pas mal. C'est pas broken, hein, mais je pense que l'effet est intéressant. Donc, il s'agit de la frégate de classe Lumen, donc le premier vaisseau spatial dont on va vous parler. Donc, c'est un artefact pour un incolore, un blanc, avec la capacité station. Par défaut, il fait rien du tout. Vous allez pouvoir engager, donc, comme on disait plus tôt, vos créatures pour mettre des marqueurs charge dessus. Quand il y aura 2 marqueurs charge dessus, donc vraiment tout de suite, a priori, les autres créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. C'est une antienne glorieuse pour 2 mana. Enfin, le prix d'une antienne, il faut juste mettre 2 marqueurs charge dessus. En sachant que, et ça c'est une des choses qu'on n'avait pas forcément réalisé tout de suite quand la capacité a été révélée et qu'on s'est posé la question de mais combien de phases d'attaque on perd à vouloir charger des stations qui sont à 12, qui sont à 13. En fait, ce qu'on oublie, c'est que les créatures, quand elles arrivent en jeu, c'est comme le pilotage. Vous allez le faire avec cette créature-là, qui a le mal d'invocation, parce que c'est une capacité de la station, du vaisseau spatial, ce n'est pas une capacité de la créature. Et donc, des petits coups de station, ça les rend tout de suite bien meilleurs, parce que vous les activiez avec une seule créature. Très facile à activer. Le tour où tu joues ta créature, elle s'engage pour mettre les marqueurs, et tout de suite, on a l'effet. L'effet suivant est un peu loin, c'est 12 marqueurs charge. Ça devient une 3/5 vol lien de vie.
pas fabuleux. C'est pas pour ça qu'on l'a joué en fait. Pour 2 mana, c'est pas cher, mais en même temps, il a fallu mettre 12 marqueurs. Après, on a aussi l'avantage que si le board, on peut vraiment pas attaquer, toutes nos créatures, elles ont déjà +1/+1. Donc, elles vont aussi mettre d'autant plus de marqueurs charge sur le vaisseau spatial. Il y a quand même un truc, je crois qu'on l'a pas dit tout à l'heure lorsqu'on a évoqué la capacité de station, qui est super important, c'est que la capacité est bien nerf par le fait qu'on ne peut le faire qu'en rituel. Je crois que j'en ai parlé, mais oui, c'est vrai possible qu'on en ait parlé. que c'est pas comme Pilotage. où là, on pourrait, par exemple, attendre la phase d'attaque adverse, voir qu'il attaque avec une créature vol, engager nos créatures pour le transformer en créature. Ou attendre la fin du tour, une fois que la phase d'attaque est finie, là on engage nos garder créatures. nos créatures pour bloquer et les engager après pour mettre les marqueurs. C'est à mon avis pour cette raison que c'est pas possible. Clairement. Ce serait juste trop facile de mettre des marqueurs dessus. Puis ça encouragerait beaucoup à stall les phases de combat. Je pense que ça ferait un limité pas très intéressant. Et c'est beaucoup plus intéressant de dire aux joueurs, si vous voulez charger votre station, vous allez devoir perdre des bloqueurs, quoi qu'il arrive. Et vous allez devoir choisir entre ça et attaquer aussi, sauf si votre créature a vigilance. Encore une fois, des effets... Enfin, les marqueurs charge, ça fait longtemps que ça existe à Magic. Il y a des manières aussi de tricher un peu avec. Il y a des effets qui permettent de bouger les marqueurs. La prolifération est une capacité qui existe. Toutes les créatures vigilance vont pouvoir quand même attaquer et mettre les marqueurs. Voilà, il y a pas mal d'effets quand même qui viennent s'ajouter à ça. On peut aussi regarder les cartes qui existent. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y a quelques cartes qui disent quand elles sont engagées à début de la deuxième phase principale. Les survivants. Les survivants. De Mornebrune. Qu'on va pouvoir du coup engager avec ce genre d'effet. Voilà, il y a plein de petites synergies qu'on peut trouver avec ces effets de station. Moi, celle-ci, je l'aime beaucoup parce que j'ai pu la tester dans un deck justement qui met des tokens. Amalia. Ouais. Amalia, donc un deck en duel commander. Voilà, en général, c'est 1/2/2, il met les 2 marqueurs. Quand il s'engage, il met des tokens. Voilà, on est dans la maison parfaite. Mais de manière générale, bon, on est sur un effet qui a un prix très raisonnable. La carte, elle est intéressante parce que on n'a pas besoin de la passer à 12 marqueurs pour qu'elle ait fait ce qu'on veut dans le deck qui va la jouer. Mais on a quand même cette option pour débloquer une créature tard dans la partie. Voilà, c'est toujours un peu cette option. Pour le coup, c'est une des stations qui est vraiment bien équilibrée entre à la fois un truc qui est pas trop facile à atteindre et qui fait que la carte n'est pas broken. Le payoff n'est pas trop nul, c'est-à-dire qu'on a quand même envie potentiellement d'y arriver, ça peut vraiment être utile, comme tu dis, un board stall, n'importe quelle situation où on peut plus passer, où on a besoin de regagner des PV parce qu'on est un petit peu dans le mal. Et une 3/5 lien de vie qui vole en plus, ça bloque très très bien, hein. C'est dur à passer. Et par contre, l'effet de base qui est, vous voulez une antienne pour 2 mana, en fait il est très facile à déclencher. Vous allez jouer une créature au tour 1, vous allez jouer ça au tour 2. Tour 3, vous jouez n'importe quelle bête, vous l'engagez, c'est bon. Quand on compare aux effets antiennes qui sont sortis récemment, qui sont sortis les dernières années, moi il y en a une qui me vient en tête qui est sur une bataille, qui est aussi à 2 mana. C'est vrai. Il faut avoir attaqué. Ouais, et il faut réussir à avoir passer bien attaqué en plus. Il faut avoir attaqué, mais pas le joueur. Donc c'est vraiment, là en fait, on prend une créature qui de toute façon ne pouvait pas attaquer parce qu'elle est arrivée ce tour-ci, et on l'engage. Là ou l'autre, il faut que la créature, on l'ait jouée, qu'elle puisse attaquer maintenant, il faut qu'elle attaque pas le joueur. Donc là, on perd vraiment des points. Là, en fait, ta créature, le tour où elle n'allait pas attaquer, et si c'est une créature que de toute façon tu comptais garder pour son effet ou autre, t'allais pas jump block avec ou la trade, t'es content d'avoir pris ta valeur ici, et puis avoir ton effet antienne qui est déjà en place, et ça peut rester dans un coin pendant un moment. Le tour où le board sera stall, tu pourras en faire autre chose. Et pour peu que ta première créature c'était un inquisiteur Paralux, voilà, exactement. Tu vas attaquer. Une fois les bloqueurs déclarés et que je suis pas bloqué, j'engage ma créature. Alors non, parce que c'est un rituel. J'aurais tellement aimé. Mais deuxième phase principale, c'est possible. Voilà. La carte suivante, c'est un enchantement qui s'appelle Confinement Holo Solide. Alors j'ai tout craqué quand je l'ai vu. Nous aussi. Voilà. Tout le monde. C'est une aura qui enchante un artefact que vous contrôlez. Donc strictement un artefact, ça peut pas enchanter autre chose. Quand cette aura arrive, vous allez exiler une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cette aura quitte le champ de bataille. Le permanent enchanté, il a parade 1. Bon, est-ce qu'on parle de ce nouveau... Anti-nice. Voilà, sur la glace, il y avait aussi... Enchaîné au rocher. Cette carte, elle est assez folle. Elle est pas mal. Alors, si vous vous faites casser votre artefact, vous allez vraiment perdre plein de cartes. Un peu plus sensible qu'un terrain en général. Beaucoup plus, oui. Cette carte est incroyable. Le parade 1, il est vraiment très appréciable. C'est justement pour protéger un peu l'artefact, pour que récupérer sa créature soit à un vrai coup. J'ai un peu peur dans le contexte du cube. Pour l'instant, je la considère beaucoup pour mon cube principal, mon cube artefact.
Mais comme les artefacts dans ce cube sont très fragiles, paradoxalement, vous allez toujours pouvoir poser votre enchantement. Ça, c'est le côté très cool. Vous n'allez pas vous retrouver dans cette situation nulle où vous n'avez aucune cible. Donc ça, c'est le côté pratique. Le côté pas pratique, c'est que souvent, votre adversaire va pouvoir détruire l'artefact sur lequel vous avez mis le confinement ou le solide. Et là, vous allez vous prendre un 1 pour 3 qui va pas faire plaisir. Le truc, c'est que dans ce cube, il y a quand même des terrains artefacts indestructible de mémoire. Et ça, c'est pas mal. Voilà, ça, c'est pas mal. On revient du coup sur un effet enchaîné au rocher. Mais effectivement, voilà, il n'y a pas beaucoup d'autres choses à en dire, si ce n'est que je pense qu'il va être intéressant, et pas forcément évident, il va être intéressant à évaluer dans des cubes justement où il y a beaucoup d'artefacts et où du coup, nécessairement, il y a beaucoup de gestion aux artos. Parce que ça rend la carte plus fragile et donc plus vulnérable à des gros swings de board. C'est peut-être ça qui fera que certains d'entre vous ne voudraient pas la jouer, c'est éviter des situations de j'attaque, en fait réponse à tes attaquants, je vais détruire l'artefact, donc tu auras perdu l'enchantement, tu auras perdu ton artefact, je vais récupérer ma créature. Enfin, là, ça peut faire vraiment des... Après, c'est vrai que dans le cadre de ton cube, vu que le jeu est basé autour des artefacts, il y a énormément de gestion artefacts. Dans un cube un peu plus équilibré, on va dire, où il y a un archétype artefact ou affinity, où tout le cube est pas entièrement basé autour de ça, il va évidemment y avoir des gestions aux artefacts dans ce cube, mais beaucoup moins. En moins grande quantité, peut-être plus qui ressembleront à des cartes de side, là où dans ton cube, en fait, vu que tout le monde va jouer des artefacts, ces cartes, c'est des vraies cartes de main deck. Je pense que la carte est vraiment très intéressante. Ouais, il y aura vraiment des shells où ce sera fort, et peut-être même qu'il y a des cubes où ce sera trop oppressif, parce que ce sera une réponse trop efficace, qui gère n'importe quelle créature pour un seul mana, la tempo est dingue. Voilà, je l'aime bien cette carte, je pense qu'il y a un potentiel. Elle me plaît. Alors, la suivante, que j'aime beaucoup également, le déchireur de failles. Donc, c'est un enchantement pour un blanc. Donc, simple. Et quand cet enchantement arrive en jeu, exilez un permanent non terrain ciblé avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2 qu'un adversaire contrôle, jusqu'à ce que cet enchantement quitte le champ de bataille. Ça vous rappelle rien ? On est clairement sur un puits portable, mais en enchantement. Et en fait, il n'y a rien d'autre à en dire, si ce n'est qu'on va vous parler évidemment de pourquoi c'est cool que son enchantement. En fait, c'est la même carte, mais le fait que son enchantement, ça change tout. Oui, alors, donc déjà c'est beaucoup plus résistant. C'est ce que je voulais dire. C'est déjà beaucoup plus difficile à enlever parce que de manière générale, il y a moins de cartes qui enlèvent les enchantements que les cartes qui enlèvent les artefacts. Mais quand on prend à l'époque la couleur paille, qui maintenant a un petit peu changé, c'est vrai qu'on avait vert et blanc qui étaient capables de facilement gérer les artefacts et les enchantements. On avait rouge qui était bon pour détruire les artefacts, et puis c'est tout. Voilà. Et bleu et noir, il peut renvoyer les choses en main, mais ça, de toute façon, que ce soit artefact dans le champ, c'est pareil. Mais vraiment, là, en fait, on vient juste d'enlever tous les removals rouges, quasiment. Alors en noir, maintenant commence à avoir... Noir en a quelques-uns, mais souvent, c'est un coût qui est quand même conséquent. Pour enlever des enchantements, pas pour enlever des artefacts. Voilà. Mais en tout cas, pourquoi c'est trop cool ? C'est parce que autant... ce qui est trop chouette avec Puits Portable, c'est qu'il y a plein d'interactions de récursion. Ça, c'est ce qui est trop bien. On va vous détruire le Puits Portable, c'est pas grave, vous allez le ramener avec un soudeur gobelin, avec autre chose. Ça, c'est très fort. Mais déchireur de failles, comme c'est un enchantement, ça va marcher avec tous les effets enchanteresse, avec tous les trucs qui disent pour chaque enchantement que vous avez en jeu. Et en fait, ça va vous débloquer plein d'autres synergies. Oui, et puis même sans aller jusque-là, c'est un doublon. Oui. C'est un deuxième exemplaire de la même carte, qui est une bonne carte, donc c'est toujours bon à prendre aussi. Déjà, le niveau 0, c'est un doublon d'une bonne carte. Oui, après, on le sait, dans le contexte du cube, contrairement au construit Singleton, c'est une moins grande plus-value. C'est-à-dire qu'en duel commander, la possibilité de dire je joue mono blanc et je vais avoir 2 fois cette carte incroyable dans mon deck, c'est trop bien. Là, pour nous, c'est un petit peu moins intéressant. Néanmoins, déjà parfois, c'est ce removal-là que vous voudrez en plusieurs exemplaires. Je me permets dans ce cas-là de vous rappeler que vous n'êtes pas obligé de respecter la règle de Singleton. Si vous avez envie d'avoir 4 puits portables dans votre cube, vous avez le droit de le faire. Donc c'est pour ça que si c'est juste pour avoir un doublon, en fait la plus-value elle est assez faible dans le contexte du cube. Me tente pas parce que tu sais que maintenant tu me dis ça, moi je vais faire un cube avec que des CCM2 ou moins et puis du coup... ce sera la seule gestion. Il y en aura 2 du coup. Voilà, ça t'apprendra. Ah, dur. En tout cas, je trouve que le fait d'avoir l'option de dire que cette carte est un enchantement plutôt qu'un artefact et d'adapter selon votre cube, ça va faire que... avant, il y avait beaucoup de cubes qui mettaient Puits Portable parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres cartes qui faisaient la même chose. Et là, maintenant, il y a une option. Maintenant, vous avez le choix. Est-ce que vous préférez que cette carte-là soit un enchantement ou un artefact ? À quel point vous voulez que ce soit difficile à interagir ? À quel point est-ce que vous voulez que ça synergie avec certaines choses plutôt qu'avec d'autres ? Si vous voulez avoir les deux pour synergiser avec des choses différentes, c'est possible.
Bref, pour moi c'est un 20 sur 20 et c'est pas un design compliqué. C'est vraiment top. Là on arrive sur mes deux chouchoutes. C'est vraiment 2 cartes de merde, hein. Mais alors tu vas voir à quel point je les aime. Allez, dis-moi tout. D'abord, il y a rediriger les systèmes. C'est un petit éphémère pour 1 mana blanc. Ok. Cet éphémère, il dit vous choisissez un effet parmi 2. Soit vous choisissez une cible, artefact ou créature et vous lui donnez l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Soit rediriger les systèmes, inflige 2 blessures à une créature engagée, ciblée. Donc cette carte, elle me fait énormément penser à Posture Valeureuse, qui est un éphémère pour 2 mana dont un blanc qui permet soit de donner indestructible à une créature, soit de détruire une créature de 4 d'endurance ou plus. J'adore cette carte parce que la flexibilité qu'elle donne s'adapte à différents moments dans la partie. Soit vous allez protéger vos créatures parce que vous voulez continuer à agresser l'adversaire, ou une pièce maîtresse de combo évidemment, soit il y a une créature en face qui vous empêche de continuer à attaquer, qui vous menace, et là vous allez l'éliminer. Rediriger les systèmes. Ce que j'adore, c'est que c'est une version un petit peu plus tiny, un petit peu plus petite de cette même carte. Soit vous allez avoir pour un seul mana au lieu de 2, donc c'est plus versatile, c'est un petit peu moins cher. Vous allez protéger une cible artefact ou créature, donc c'est hyper polyvalent. Soit, hop, 2 blessures à une petite créature engagée, petit removal, hop. Et cette polyvalence-là, je l'adore. Et il n'y a pas beaucoup de cartes comme ça, je trouve, dans Magic. Là, je la trouve juste parfaite. Je sais pas, pour moi, c'est un petit bijou. Elle est bien dosée. Le removal n'est pas trop fort. Parce que si c'était un removal très puissant... J'ai peur que le removal soit quand même très limité, mais... En fait, ce que j'aime bien, c'est que t'as pas besoin que le removal il soit très fort, parce que c'est une option en plus, et qu'il ne coûte pas plus cher. Mais c'est vrai qu'une créature endurance 2 ou moins, du coup, pour la détruire, engagée, bon, c'est si une créature ACCM 2 qui te met endurance 2, pardon, qui te met vraiment mal. A priori, il y a des manières plus simples, genre jouer une créature pour la gérer. Mais par exemple, des 3-1 vol, des choses comme ça, en fait, j'ai l'impression que c'est un... Mais en fait, en le disant, je me rends compte que oui, mais là où je trouve que c'est presque plus intéressant quand même que Posture Valeureuse dont tu parlais, c'est que tu vas pouvoir mettre 2 dégâts à une créature après l'avoir bloquée. Tout à fait. Et du coup, gagner ton trade, là où si elle avait 5 d'endurance, tu la bloques avec une 3-3 et tu lui mets 2, tu la tues, là où Posture Valeureuse, j'aurais jamais touché. Non, mais c'est 4 ou plus. J'avais mal compris la carte. Non, voilà. Non, c'est 4 ou plus. Non, en fait, Posture Valeureuse, ça va être sur les très grosses créatures. Oui, et rediriger les systèmes, c'est les petites créatures. Et c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup. Mais en tout cas, oui, tu peux tuer des créatures plus grosses en faisant un bloc. Voilà. Je trouve la carte super élégante. Ça aurait été clairement trop fort, je pense, si ça avait été... Enfin, de toute façon, ça aurait niqué la color pie si ça avait été infligé de blessure à une créature point. Donc, c'est très bien qu'ils aient pas fait ça. Oui, non, tout à fait. Et je pense que je préfère engager que attaquante. Donc, pour moi, c'est vraiment très cool. Vraiment. Mais surtout, bon, là, on est sur un limité Edge of Eternities. Bon. Non, mais personne n'engage ses créatures pour alimenter des stations. Voilà, par exemple. Donc non, c'est vrai que là, elle se colle bien dans un construit ou dans un format comme le cube, voilà. Elle trouvera des gestions aussi. Ouais. Évidemment, vous la verrez jamais en moderne, mais on s'en fout en fait. Pour le coup, cette carte elle est intéressante ailleurs. Oui, non, c'est sûr. Et enfin, la dernière carte blanche, c'est Honneur. De là, je voyais horreur. Non, honneur. non, c'est pas horreur, c'est honneur. Pour un petit mana blanc, c'est un rituel. Vous mettez un marqueur +1/+1 sur une créature. Vous piochez une carte. C'est tout. Je trouve la carte incroyable. Cette carte n'existe pas. Donc j'ai regardé. Cette carte n'existe pas. Elle existe. Enfin, c'est ce genre d'effet. 15 effets similaires en rouge. Non, en vert. Mettre un marqueur. Mettre un marqueur. Mais en fait, un cantrip comme ça. C'est ça. Un mana. C'est le genre de cantrip que je joue beaucoup sur le rouge. De dire. Alors, c'est pas souvent un marqueur, mais c'est pas un marqueur en rouge. Mettre un effet et piocher une carte. C'est ça. C'est donner la célérité, donner le piétinement, mettre un +1/+0. Et là, le marqueur, il est vraiment bien. Je pense que c'est pas une carte sur laquelle faut dormir. Non. Évidemment, c'est pareil, ce sera pas joué en moderne ou en legacy, c'est pas la question. Mais vous vous souvenez de Zénith Cosmogrande qui a besoin de jouer 2 sorts par tour? Ça marche très bien par exemple. Vous jouez ça au tour 4, hop, honneur, vous mettez un marqueur dessus. Ça devient qu'une 3-5, c'est pas fou. Ouais, c'est un peu nul. Puis t'as repioché une carte. Voilà, donc cette carte est trop bien. Elle va marcher dans les synergies marqueurs. Elle va marcher sur les synergies où vous voulez cibler vos créatures, soit avec Héroïque, soit avec Valiant, justement, qui est en Bloom Bureau. Il y a tellement de choses que vous allez pouvoir faire avec ça. Et encore une fois, c'est un cantrip. Genre, c'est un mana, piocher une carte et l'effet. En blanc, c'est vrai que c'est pas le genre d'effet qu'on voit beaucoup. Et souvent, ces effets-là en blanc, ça va être +1/+0 sur une bête jusqu'à la fin du tour. Là, c'est un marqueur. Moi, c'est ça que j'adore. C'est que c'est pas juste ce tour-ci, je fais une petite chose et puis je pioche. Non, vous laissez du board.
raisonner différemment, évidemment ce n'est pas la même chose, mais raisonner différemment, c'est une 1-1 pour 1 qui vous fait piocher une carte en arrivant. C'est plus 1 de stats en fait. On retrouve régulièrement des archétypes marqueurs liés au blanc de toute façon. Donc, exactement. C'est vraiment un bon renfort là-dessus aussi. Voilà. Non, donc j'ai vraiment failli passer à côté, mais celle-ci c'est... C'est vrai qu'elle paye pas de mine, ouais. Mais et en fait, quand on la voit comme ça, on se dirait oui, bah, ça doit déjà exister. Ça, non, c'est pas... et ben non, ça existe, mais pour 2 mana, pour 3 mana, ouais. Ça n'existe pas pour 1 mana du tout. Et c'était tout pour le blanc. Ce qui était déjà pas mal. Hein. C'était déjà pas mal. C'est la couleur, on avait le plus de choses à dire. Ouais, clairement, mais c'était une chouette couleur. En bleu, il y en a vachement moins. Ah, beaucoup, ouais. En bleu, on en a que 4, et c'est peut-être mieux parce que sinon cet épisode va être beaucoup trop long. En bleu, on en a que 4, et elles sont toutes extrêmement différentes les unes des autres. Enfin, c'est pas vrai. Il y en a 2 qui se ressemblent, qui sont juste là pour faire piocher un petit peu. Voilà. Du coup, on va commencer par un pâté. Une créature qui est là pour expliquer à l'adversaire la direction de la partie. Voilà. Escorte d'émissaires. Pour un mana bleu et un mana générique, donc pour 2 petits manas, c'est une 0/4, robot et soldat, créature, artefact. Cette créature gagne plus X plus 0, X étant la valeur de mana la plus élevée parmi les autres artefacts que vous contrôlez. Avez-vous entendu, mesdames et messieurs, parler d'Affinity? Donc, si vous êtes dans une grotte ou que vous découvrez un peu Magic, vous savez pas de quoi je veux parler. Tous les autres, ils sont déjà en train d'hurler sous leur couette de terreur. Donc, affinité pour les artefacts, ou affinité de manière plus générale, c'est une capacité qui va réduire votre coût de mana, le mana que vous devez payer pour jouer le sort, pour chaque artefact que vous contrôlez. Ça a créé un des decks les plus agressifs du moderne à l'époque, et c'est même aujourd'hui un deck qui est plus très présent en moderne, mais il est toujours présent en Legacy, donc on parle vraiment d'un des formats les plus puissants de Magic. C'est un deck qui est assez agressif, qui va jouer beaucoup de bleu, qui pourtant n'est pas une couleur d'habitude réputée pour être aggro, et qui va se servir de petits artefacts à 0 mana pour très rapidement mettre beaucoup de board. Et donc c'est assez courant d'avoir des créatures comme Canonnier Kappa, quelle horreur, comme Mirren Forcer, ou encore Thoughtcast Monitor. Toutes ces cartes-là, c'est des cartes qui coûtent 7 mana, 6 mana, mais vous allez jouer pour 2 ou 3 mana maximum. Peut-être même parfois 1. Et là... Mais sur Edge of Eternities, pour jouer des trucs à 6 mana pour pas cher, t'aurais pu parler d'Hyperspace quand même. C'est vrai que j'aurais aussi pu parler d'Hyperespace, pardon. Donc évidemment, ça fonctionne avec Hyperespace, mais c'est quand même pas pour ça que la carte est intéressante. Cette carte, vraiment, je pense que c'est une carte qui va taper très très fort pour pas très cher. Elle est elle-même artefact. Mais c'est surtout qu'elle se set-up tôt, et plus tard, quand tu vas enfin avoir assez de mana pour jouer ton gros pâté à 7 mana, elle va grossir. C'est ce tour-là qu'elle va taper à 7 en fait. Ouais. Et c'est pas grave en fait qu'au premier tour ce soit une 1-4 ou une 3-4. En fait, très rapidement, même si vous avez une mitraine. Oui, une pauvre que 3-4 pour 2. Hein. Voilà, c'est ça. Rude. Hein. C'est ça, faut remettre les choses dans le contexte. Vous jouez une mitraine au tour d'après, c'est une 4-4 pour 2. Hein. C'est très 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 solide. Ouais. Bon, concrètement, dans mon cube, c'est une certitude qu'elle va rentrer. Je pense que ça claque déjà des fesses. Hein. Voilà, celle-ci, elle va taper bien, elle va taper fort. Elle va être rude. Il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire. C'est vraiment une bonne bête pour ces decks-là. Et si, il y a quand même une chose, parce qu'on en discutait avec Baptiste, de notre groupe de joueurs, qui a un cube avec beaucoup de communes, beaucoup d'unco, le Chill Bulk Cube, qui est un cube beaucoup plus tranquille. Et il a un archétype artefact, en bleu et rouge. Et en fait, il va rentrer cette carte-là, parce que justement, n'ayant pas toutes les cartes affinités et n'ayant pas autant cette capacité à venir jouer des très très grosses cartes très rapidement, la carte va être moins oppressante. Et je pense que c'est ça qui est très chouette. Il restera quand même un bon pâté. Ce sera une très bonne carte, mais en fait c'est une carte qui va scale avec le power level de votre cube, et ça c'est hyper intéressant. Il y a des cartes très très chouettes que je vous déconseille de rentrer dans vos cubes un peu moins power parce qu'elles vont tout écraser, elles vont vraiment faire prespurer sur tout le reste du cube. Kappa Canonnier. Canonnier Kappa, c'est un très bon exemple. C'est Canonnier Kappa. Si votre cube est pas capable d'avoir un power level suffisant, Canonnier Kappa ça va être meilleur que toutes les autres cartes du cube. Voilà, ce sera imbattable. Et c'est pas le cas d'escorte d'émissaires qui, elle, plus votre cube est fort, plus elle est forte. Et donc du coup, ça scale un petit peu avec, c'est très bien. Et ensuite, il y a Relique Cryogénique, un petit artefact pour 2 mana. Quand cet artefact arrive ou quitte le champ de bataille, piochez une carte. Ça me rappelle quelque chose, ça. Ouais, ça me dit rien. Moi, c'est l'impression de déjà vu, je pense. C'était moins bon parce que c'était quand ça mourait. Ouais, je sais pas, une source de Sani. C'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Mais ça coûte un mana bleu quand même. Donc, source de Sani, c'était pour 2 mana générique, un artefact qui, quand il arrivait en jeu ou allait dans votre cimetière depuis le champ de bataille, vous piochez une carte. Et ça s'arrêtait là.
Là, c'est mieux parce que c'est quand ça quitte le champ de bataille. Donc, si jamais vous le blinkez, bon, Par hasard. c'est vraiment piocher 2 cartes. Juste, c'est pas mal. Bon, il y a un petit peu moins de cartes qui blinkent des permanents. Il y a beaucoup de cartes qui blinkent créatures. Il y en a moins. Les permanents, il y en a moins. Mais alors, avec Volosul, c'est pas mal. Il y a Appa qui arrive. Moi, je vois ça. Tu veux dire que Airbend, ça va être une bonne capacité? Donc, prochaine capacité qui sortira en Avatar, le dernier maître de l'air. Mais on vous en reparlera à ce moment-là. Cet artefact, ce serait déjà une très bonne carte. Et probablement que je voudrais le rentrer quand même. Oui. S'il n'avait pas d'autre texte. Oui. Sauf que il a une autre ligne de texte. Pour 2 mana, dont un mana bleu, sacrifiez cet artefact. Mettez un marqueur étourdissement sur jusqu'à une créature engagée ciblée. Parce que pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc cette capacité, elle est bien pour 2 raisons. La première raison, c'est que ça va vous donner une manière de mettre votre artefact au cimetière tout seul pour déclencher la 2e pioche. Et donc là, ça va se rapprocher d'une carte que tu aimes énormément, qui est Penser à 2 fois. Voilà, Think Twice. Ou récemment, il y a eu donc c'est Deduce, déduire, voilà, qui pour 2 vous piochez et vous créez un indice, donc ça vous permet de repiocher une carte pour 2. Et donc ça va vous donner à peu près le même ratio. 2 mana piocher une carte, 2 mana piocher une carte. Sur un seul sort, donc vous faites du card advantage. Et ça, c'est sans compter les synergies artefacts. Ça, c'est sans compter les synergies artefacts. Et évidemment, il y a des fois où vous serez content d'avoir cette relique sur le champ de bataille. Ça, c'est la première raison. Ça vous donne un moyen de la mettre au cimetière toute seule si jamais vous n'avez pas moyen de synergiser avec et de l'activer autrement. Mais ce qui est fort, c'est que ce marqueur étourdissement, je pense qu'il n'est pas du tout anodin. C'est une carte qui, dans pas mal de cubes, alors peut-être pas des cubes très très haut power, mais c'est une carte qui va pouvoir être très bien dans le deck contrôle et ralentir l'adversaire, lui permettre pendant un tour de ne pas dégager une créature. En fait, c'est très solide. Je pense qu'il n'y avait pas besoin que l'effet fasse plus. À mon avis, c'est juste une excellente carte. Elle me paraît pas trop push, elle est un petit peu push, mais c'est ok. Pour penser à 2 fois qui en plus gère la phase d'attaque adverse, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, c'est juste sur une créature engagée ciblée. Donc, ce que ça dit, c'est que la créature, elle s'est déjà engagée, elle a déjà attaqué. Parce que souvent là où tu veux mettre un marqueur étourdissement de toute manière. Voilà. Donc, c'est pas une carte qui va engager la créature. Vous pouvez pas annuler une attaque avec, mais ça va retarder la prochaine attaque. Et donc, ça c'est vachement intéressant. Voilà. Donc, petit artefact utilitaire qui clairement fait exactement ce qu'on veut qu'il fasse. Pas grand chose d'autre à dire. La carte est incroyable. Mais pour le coup, ça rentre à peu près, ça rentre partout. Vous pouvez même rentrer ça dans un cube qui est par artefact, clairement. Ah oui, non, la carte se suffit à elle-même. Et c'est aussi ça qui est fort, parce que oui, sur The Sunny, tu le verrais pas dans un cube où il n'y a pas déjà des synergies artefacts. Si t'as pas moyen de sacrifier des artefacts, ici, c'est vraiment juste la carte fait tout ce qu'elle veut faire, toutes ses lignes, elles peuvent être utiles. Voilà. C'est vraiment un bon bout de carton. Le suivant, il est un peu plus énervé. Ok. Mais il demande un peu plus d'investissement. C'est vrai. Alors, donc, on parle du navire de recherche Dutro. On va partir là-dessus. Dutros. Histoire que ce soit un petit peu moins vilain. Ok. Donc, on est sur un vaisseau spatial pour 3 mana, dont un bleu. Donc, avec évidemment la capacité station. De base, il ne fait rien, encore une fois. Une fois qu'il y aura 3 marqueurs charge dessus, à chaque fois que vous lancez un sort d'artefact, piochez une carte et mettez un marqueur charge sur ce vaisseau. Il n'y a aucune raison que ce soit broken. Voilà. Si c'était juste piocher une carte, déjà, ce serait con. Ce serait déjà pas mal. Ce serait déjà bien fort. Mais en plus, ça permet de ne plus avoir besoin d'utiliser d'autres créatures pour mettre les marqueurs. Même si le niveau suivant demande quand même à arriver à 12. Donc, il faudra sans doute quand même engager les créatures. Il faudra quand même peut-être aider. Il faut savoir que cette carte, au début, j'ai mis un petit moment avant de réaliser, d'ailleurs, de toi aussi, tout à l'heure, tu dis, mais en fait, c'est vachement bien, j'étais un peu passé à côté de ça. Cette carte, j'ai mis un petit moment avant de réaliser que oui, il fallait engager une créature, enfin, 3 de force pour accéder à ce truc-là, mais c'était pour 3 mana seulement. Un effet qui d'habitude est sur des cartes à 4 mana. Quasiment toutes les cartes qui disent vous lancez un sort d'artefact, vous piégez une carte, c'est 4 mana, quasiment. Après, le fait de devoir engager 3 de force, c'est vraiment pas anecdotique, parce qu'a priori, tu l'auras pas fait au tour 1, tu l'auras pas fait au tour 2. Enfin, à mon avis, dans un deck, à moins d'être très fortement Affinity, tu n'auras sans doute pas 3 de force le tour où tu le joues. Non, mais en tout cas, pas sans que ce soit un sacrifice sur ta phase d'attaque. Mais tu pourras le faire le tour d'après. Du coup, tour 4, donc tu arrives sur le tour où tu l'aurais fait. Mais tu auras pu développer une autre carte à 4 mana. Et en fait, c'est ça que je trouve intéressant. C'est que c'était une remarque que tu m'avais faite à un moment sur mon cube, qui était que les slots à 4 mana étaient hyper serrés, hyper denses. Donc, j'ai essayé de travailler un peu dessus et ça respire un peu mieux maintenant. Mais ça, typiquement, c'est ce genre de choses. C'est un effet qui était bloqué à 4 mana, qui passe maintenant à 3. Donc, rien que pour ça, déjà, c'était bien. Mais effectivement, qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il y a 12 marqueurs charge ? C'est surtout quand il arrive à 12 marqueurs charge, qui est en général le maximum sur ces vaisseaux spatiaux. Ça devient une créature qui a le vol, qui est 0,8.
C'est pas très bien 0,8. Voilà, c'est pas très bien, fin de la carte, elle est pourrie. Non. Il a aussi, ce vaisseau spatial gagne +1/+0 pour chaque artefact que vous contrôlez. C'est mieux. Donc ça devient un token d'Urza. Ouais, ça devient un truc qui tue en 2 tours, hein, Voilà. avec de l'évasion. Avec de l'évasion surtout. C'est un token d'Urza qui vole et qui, même si t'as que 4 ou 5 artefacts parce que t'es mauvais, mais il a quand même 8 de cul. Voilà. Je trouve que cette carte, elle est assez folle. Et pour le coup, c'est une des rares cartes où c'est pas grave si tu mets un petit peu de temps à atteindre 12. Parce que entre temps, elle est en train de développer ton board. Tant que tu arrives à rapidement arriver à 3, tu vas déjà commencer à faire une value de malade. Tu vas piocher une carte à chaque fois que tu joues un artefact. Mais oui. Et puis ça va être un artefact comme celui d'avant qui va du coup te faire piocher une carte en arrivant. Parce que piocher des cartes, on aime ça. Ou alors une babiole. Parce que c'est pas mal les babioles. Parce que piocher 2 pour 0, c'est fort. mais cette carte est vraiment cool. Et tout en jouant tes babioles en boucle parce que t'as l'Urus. Bon, allez, on s'égare. Mais on commence à avoir des choses. Non, mais le problème, c'est que ça coûte 3 mana oui, pour c'est l'Urus. vrai. Non, mais tout en jouant tes artefacts, en piochant tes cartes, tu mets des marqueurs pour avoir engagé un peu moins de créatures que ce que tu aurais pu normalement. Donc en fait, le coût à 3, il est là, ou à 3 marqueurs charge. Le coût à 12 marqueurs charge, il est un peu faussé parce que tu vas a priori mettre des marqueurs en faisant autre chose. Ce qu'il faut se souvenir aussi, c'est qu'une fois que ça devient une 0,8 avec le vol qui gagne +1/+0 pour chaque artefact, il continue de te faire piocher à chaque fois que tu joues un artefact. Bah parce que ce serait dommage sinon. C'est vrai que ce serait fatigué. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose d'autre à en dire. C'est un super moteur de card advantage. Dans des cubes un petit peu moins power, certes, parfois vous allez mettre un petit peu plus longtemps à activer son premier effet, mais je pense quand même que c'est un peu trop fort. Pour moi, c'est vraiment une carte qui peut être jouée dans des environnements assez et encore, même dans un truc un peu moins power, moi ça me choque moins parce que tu façon de pas avoir une multitude d'artefacts à 0 et à 1. C'est vrai. Non, c'est un bon argument. Du coup, tu vas moins piocher. C'est fort, mais si tout ce qu'il fait, c'est piocher une carte par tour, c'est moins bon. Surtout si tu l'as pas activé dès le tour 4, si tu as dû attendre un peu plus. C'est ça. Ouais, non, je pense que tu as raison. Je pense que, encore une fois, lui, il scale bien. Ouais. Et puis, concrètement, hein, dans un cube comme le mien, parfois ce sera joué dans Affinity et ça va mettre des tartines énormes. Et puis, à toutes les fois, ce sera joué dans Storm. Moi, je le vois dans Storm, lui. Hein. Encore que Storm va avoir du mal à mettre les marqueurs dessus. Mais même si Storm le fait au tour 4, bah en fait, ça veut dire que tu peux partir au tour 4 peut-être. Et ça a l'air solide, quoi. Ouais, clairement. La dernière carte en bleu, c'est une carte que j'avais hésité à mettre. Ouais, il n'y a pas trop de doute tu l'aimes trop. Que la carte est forte. Elle a déjà commencé à être vue ailleurs aussi. Donc on est sur consulter les cartes stellaires. Donc on est sur un éphémère pour un incolore, un bleu. Donc encore une fois, on va revenir un peu sur penser à 2 fois. Ouais. Donc pour un incolore, un bleu, regardez les X cartes du dessus de votre bibliothèque, X étant le nombre de terrains que vous contrôlez. On choisit une carte parmi les cartes regardées et on la met dans notre main. Le petit bonus, c'est que ce sera le kick pour un incolore, un bleu. Donc si on le kick, on est sur 2 incolores de bleu. Et quand il est kické, on va regarder toujours X cartes, mais on va prendre 2 cartes parmi cette sélection maintenant. Ce qui est un peu mieux. Ce qui est un peu mieux. Mais surtout, ce qui est très fort, c'est que c'est une carte de pioche. C'est un mini impulse, donc qui est une carte classique, on va dire, pour ce genre d'effet, qui permet normalement de regarder 4 cartes pour 2, de prendre une carte. Là, en fait, on va regarder peut-être 4, parce que peut-être qu'on est tour 4 et qu'on cherche un contre. Du coup, on va regarder les 4 cartes, trouver un contre. Il nous reste 2 mana, on va pouvoir le faire. Ou alors, on veut juste faire du card advantage, payer nos 4, trouver 2 cartes. Voilà, on a des effets similaires, on en a d'autres. Hein. On pense au Delve, j'ai plus son nom. Il y a Déluge de mémoire qui m'y a fait penser. Avec le flashback. Ouais. Voilà, mais il a que le mode A4. Parmi les sorts avec fouille, il va y avoir fouille temporelle, mais bon, ça regarde beaucoup plus de cartes. Ça regarde beaucoup plus de cartes, je suis pas d'accord. Hein. Ça regarde 7 cartes. Bah, lui aussi peut regarder 7 cartes. C'est vrai. Il faut attendre un peu, mais... Non, mais c'est vrai, c'est un bon argument. En fait, on est sur une carte qui peut être très bien dans un deck plutôt tempo, parce que c'est une carte qui est OK à 2, qui peut être un E de curve, qu'on va jouer plutôt dans le mid-game, du coup, pour notre deck tempo, enfin milieu fin de game pour 4 mana. Et puis, on peut être juste dans une carte de deck contrôle, qui va pouvoir le jouer tour 5, tour 6, regarder la moitié de son deck, et puis voilà. Dire j'ai gagné maintenant parce que tu ne pourras plus jouer. Je crois que la principale raison pour laquelle j'étais pas hyper vendu sur la carte, j'ai vraiment beaucoup hésité parce que la carte me plaisait, c'est que pour moi elle a un gros défaut, mais qui est peut-être complètement acceptable. Hein. Pour le coup, tu joues beaucoup plus en construit que moi, justement en duel commander, donc c'est un format singleton. Il y a pas mal de... Il y a des petites similitudes quoi, en termes de qualité d'environnement dès qu'on est sur des cubes un peu power avec le cube. Mais moi, ce dont j'avais un peu peur, c'est le fait de ne pas avoir la possibilité de couper l'effet en deux, comme c'est le cas avec Think Twice, ou voilà. Le fait que ce soit un kick, ça veut dire que oui, on peut le jouer soit pour 1, soit pour 2, soit pour 4. Mais si on le joue pour 2,
on n'aura pas fait de card advantage. Et on n'en fera jamais. On n'aura pas moyen de rejouer la carte. On n'aura pas la possibilité de le faire. Ça, c'est ce que je trouvais dommage. Mais en fait, c'est pas l'objectif de base. L'objectif de base, c'est de le faire pour 4. On a Fact or Fiction. Fait ou fiction, la carte par défaut pour 4 mana, ton adversaire te fait 2 piles parmi les 5 cartes du dessus de ta bibliothèque et t'en choisis une que tu mets dans ta main. C'est vrai que c'est pas mal. On se rapproche quand même de ça. Hein. Si on la voit comme une carte à 4, toujours kiffé. Oui. Mais qu'à l'option, plus tôt dans la partie, si on a absolument besoin de trouver une réponse parce que notre adversaire a commencé à faire des bêtises plus tôt que ce qu'on pensait, et ben on va pouvoir aller chercher dans les 3 cartes, 4 cartes pour pas trop cher, trouver une solution et la jouer directement. Oui, ce qui est important, c'est vraiment de se rendre compte que c'est un éphémère, il a cette souplesse qu'ont les bons cantrips et que n'ont pas les moins bons cantrips. Enfin, moi je le vois vraiment pas comme je disais tout à l'heure, un effet Impulse, je le vois pas comme un sort à 2, c'est un sort à 4 que des fois on pourra jouer à 2. Oui, effectivement, vu comme ça, si le mode, c'est la possibilité de le jouer pour moins cher, un petit peu comme Hyperespace, effectivement, la carte, je pense, devient bien meilleure. Et oui, si tu raisonnes... Alors, pour le coup, jouer tour 4, c'est de très très loin pas le meilleur piocheur pour 4 mana. Mais en vrai, il est déjà très correct. Non, mais il y a certains effets qui sont similaires, qui sont joués déjà. Donc, c'est ça. Mais c'est juste que souvent, ils ont le truc en plus. Là, son truc en plus, c'est le cas des cartes modales, son truc en plus, c'est pas qu'il va te prodiguer quelque chose de supplémentaire, c'est qu'il t'a donné une autre option que tu n'as pas choisie du coup, mais cette option, c'est elle qui a ce coup, et quand tu voudras la faire, tu seras bien content. Et ben on va passer aux cartes noires. Ça fait peur. Des cartes noires, on n'en a que 5, un petit peu comme bleu, ça nous a un petit peu moins séduit que blanc. Et la première, c'est une créature, c'est l'abatteur de lignes temporelles. C'est une 2/2 célérité pour 2 mana noirs, un Drix et Psychagogue. C'est globalement type de créature qu'on aime. Oui, c'est une 2/2 célérité pour 2, mais elle a 2 lignes de texte supplémentaires et ces 2 lignes vont faire en sorte que cette créature soit une plaie à gérer pour votre adversaire. Pourquoi ? Elle a Hyperespace pour 1 mana noir et vous payez 2 points de vie. Donc vous avez le droit de la jouer plus tôt si vous avez envie. Et le truc, c'est que vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière en utilisant sa capacité d'Hyperespace. Je pense que c'est une très bonne carte récursive et que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une qui était autant récursive. C'est sûr. Alors, elle n'aura jamais l'efficacité, parce que je pense que jamais Wizards of the Coast ne referont une créature qui a ce même ratio. On n'aura jamais exécration de sang numéro 2. Parce que avoir une créature pour j'ai posé un terrain en boucle, c'est un peu trop fort. Même si on peut trouver des manières de casser ça, parce que si on a un moteur à sacrifice, on va juste pouvoir la sacrifier, la rejoindre Hyperespace, la resacrifier. Alors ok, ça coûte 2 points de vie à chaque fois. Mais il y a des manières de tourner autour de ça aussi. Exactement. C'est pour ça que je trouve la carte forte, c'est que vous avez le base rate qui est, vous allez la jouer tantôt pour 1, tantôt pour 2, enfin vous allez continuer à jouer votre carte et puis votre adversaire il va avoir beaucoup de mal à la gérer. Et vous avez aussi juste le fait que vous pouvez toujours la jouer pour un mana de votre cimetière. Dans un deck aristocrate qui, comme tu le dis, a des moyens de gagner des points de vie, en fait vous allez complètement contourner cette taxe de PV et vous avez un mana une créature. Et dans ces decks-là, un mana une créature, ça fait beaucoup gagner. Oui, et puis pour peu qu'il y ait un hôtel qui permette de faire du mana quand tu la sacrifies. Non, mais ça n'arrive jamais. Double noir, c'est pas forcément toujours extrêmement facile à cast, mais vous savez comme Bloodghast, exécration de sang, on la joue rarement. Pour 2 mana noirs, on trouve des moyens de la mettre au cimetière avant. Elle, je pense que ce sera un peu pareil. En fait, on va pouvoir la mettre très facilement déjà en jeu pour un mana. Oui. C'est parce qu'on peut l'hyperespace depuis un cimetière, mais aussi depuis notre main. Exactement. Et du coup... C'est un peu comme le Phoenix Détective, où on oublie souvent qu'on peut jouer avec la grâce depuis la main. C'est ça. C'est vraiment le truc que j'ai vraiment pas lu sur la carte et qui m'a fait complètement la louper. C'est oui, tu peux la jouer en grâce depuis le cimetière. Ça dit pas que tu peux plus la jouer depuis la main. Voilà. Et là, c'est pareil. Tu peux la jouer en hyperespace depuis la main, la sacrifier, elle est dans ton cimetière, tu peux commencer ta boucle. Donc, pour moi, c'est juste une très bonne bête récursive. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une aussi forte. À mon avis, c'est à surveiller. Je crois pas que ce sera joué beaucoup en construit parce qu'il y aura des alternatives un peu meilleures peut-être. Sans doute, ouais. Mais en cube, où c'est cool d'avoir de la diversité et de voir à la fois de la récurrence, mais à la fois de la récurrence qui a des petites variations qui... Oui, c'est ça. Voilà. Par rapport aux doublons dont on parlait tout à l'heure, qui sont pas toujours forcément la chose la plus intéressante. En fait, avoir aussi un effet similaire, mais peut-être un peu meilleur ou un peu moins bon. En fait, des fois, on est content d'avoir un effet... je voulais une créature récursive, mais c'était trop fort par rapport au reste du cube. Celle-ci, le fait que ça coûte 2 points de vie à chaque fois, ça fait qu'elle rentre parfaitement.
Il y a un vrai coup à la jouer. Plus on en aura avec des effets variés, plus on arrivera à trouver celle qui correspond le mieux au niveau qu'on veut me donner à notre cube. Ouais, c'est un très bon argument. La carte suivante, c'est une carte beaucoup plus agressive, alors que déjà on était sur une 2-2, c'est Ouais, était on pour était 2. pas mal déjà. On Alors, était pas mal, mais là c'est beaucoup plus agressif. le saboteur du couchant. Une créature humain et gredin pour un incolore et un noir. Elle est 4-1. Voilà. Déjà, Ah. tapé à 4 pour 2. Il doit y avoir une douille. On en a vu une tout à l'heure en bleu qui pouvait faire un effet à peu près similaire, voire mieux. Mais voilà, on n'est pas sur un effet qu'on va tous les deux. Ils ont sorti une 4-1 pour 2 mana en Netherrift, Oui, et elle a légendaire. pas de capacité. C'est ça, sans capacité. Ici, on a menace. Parce que c'était un peu faible sinon. Il doit y avoir une douille, quelque part. Voilà. On a aussi parade défausser une carte. Il doit vraiment y avoir... Ça a l'air vraiment fort C'est une jusque-là. mythique ou comment ça se passe? On a quand même un petit effet négatif. Ah. C'est un truc qu'on voit plus beaucoup maintenant sur les créatures. C'est vrai. C'est toujours plus de bonus, plus de bonus. Non, celle-ci, à chaque fois qu'elle va attaquer, on va mettre un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Il suffit qu'il ne contrôle pas de créature. Bah, on va trouver des solutions. Voilà, on va trouver. Ça va se faire. C'est la créature. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle vient remplir un slot, un emplacement, une niche dans Magic qui n'est pas très occupée, qui est des créatures noires de tempo. En fait, c'est une créature, on pourrait presque s'attendre à ce que ce soit une créature bleue, quelque chose où en fait on a envie de maintenir l'adversaire sous pression pendant qu'on va avec des spells l'empêcher de jouer son plan de jeu. Et bah cette carte elle fait ça mais en noir, couplée avec les bonnes couleurs, que ce soit du rouge pour détruire la créature, en bleu pour empêcher l'adversaire de jouer. C'est une carte qui va tuer tellement vite quoi. C'est horrible à bloquer. Et si l'adversaire il a qu'une seule créature, c'est pas grave, on va lui mettre un marqueur. Hein. Ouais. On va s'en sortir. Mais du coup, il pourra pas nous bloquer. Il pourra pas nous bloquer quand même, il va continuer à prendre 4 par tour, ça tue en 5 tours ça. Ouais. Et vraiment la ward, défaussez-vous d'une carte. Si tu joues Ça fait bleu-noir. Ça fait partie de celles qui font mal. Hein. Parce que souvent les wards de 1, c'est intéressant d'un point de vue tempo, mais c'est un peu limite. C'est fort quand on joue très très agressif. C'est vraiment juste le petit point un peu ennuyeux, mais pas insurmontable. Ward 2, ça commence à être fatigant. Ouais. Les wards perdent des points de vie. Souvent, elles sont faibles en début de partie. Et elles deviennent meilleures avec le temps. Ou alors, c'est bien... Défausser une carte, c'est toujours chiant. Le seul truc où c'est pas chiant, c'est s'il n'y a plus de carte en main. Mais en fait, si votre adversaire il a plus de carte en main, déjà, a priori, ça se passe pas trop mal. Et ce que je trouve hyper fort, toujours dans cette logique de carte un peu tempo, parce que c'est ce que la carte dit. La carte, elle te dit, t'as envie qu'elle reste en jeu et t'as juste envie d'essayer d'éviter son malus au maximum. Ce qui est hyper fort avec ça, c'est que l'adversaire, il est en train de douiller. Il est dans le mal. Il souffre. Là. Il va dire, je vais utiliser un removal, je vais tuer ta créature. On va lui demander de payer la parade parce qu'on n'est pas un animal et on est poli. On utilise ses cartes. Voilà, donc on va lui demander de payer la parade. Il va payer la parade, il va défausser une carte. Et ensuite, on va contrer son removal. Voilà. Et là, on est un gentleman. Cette carte, je pense qu'elle va être incroyable dans tous les decks qui soit vont être par exemple des Rakdos aggro, donc rouge-noir, on met tout dans la tête, soit au contraire dans des decks avec beaucoup moins de créatures, très tempo. Et où l'objectif c'est on met une menace et tout droit. On gère toutes les créatures adverses et on l'empêche de jouer. Si pour peu qu'on ait 2-3 défauts en plus pour vraiment s'assurer que notre adversaire est que dans la main. Voilà. Globalement, c'est une carte qui va être moins oppressive qu'il n'y paraît dans des cubes avec un power level plus faible, même si elle sera quand même forte. Hein. Pourquoi ? Parce que ce sera plus difficile d'assembler le bon deck tempo qui va avoir les petites interactions pas chères pour maintenir la pression. Donc je pense que c'est une carte qui n'est pas dangereuse et je la trouve vraiment intéressante parce que pour moi, comme je dis, elle occupe cette niche qui, jusque-là, il n'y avait pas énormément de créatures là-dedans. Et donc j'espère qu'ils en feront quelques autres parce que c'est toujours un petit peu sympa de pouvoir varier les archétypes et pas avoir toujours IZ tempo et bleu-noir contrôle. Là, si c'est un bleu-noir un peu tempo avec des clics vendilions, des 4-1 pour 2... Des grenouilles. Oui, mais... Des psychatogues. Oui. On a un psychatogue tout à l'heure. Voilà, mais on ne parle pas de grenouilles. La carte suivante dont on va parler, c'est le Zélateur de la Collerette Obscure. C'est une 3-2 pour 2 mana, dont un mana noir, un humain éclair. Il a une toute petite ligne de texte, capacité activée, sacrifier une autre créature ou un autre artefact, surveiller 1. Déjà, c'est costaud. C'est pas mal, hein? Je pense que le truc que t'as pas trop dit, c'est que c'est une 3-2 quand même. C'est gros, hein? C'est une capacité qui est très forte, qu'on a déjà vu ailleurs et qu'on est très content d'avoir en général, sur un body qui tape. Et en vrai, tu dis, on l'a déjà vu ailleurs et tout. Pour les créatures, oui.
Pour les artefacts, pas tant. Pour les artefacts, pas tant. Hein. Il y a très très peu de cartes dans Magic qui permettent de sacrifier un artefact à volonté comme ça. Ouais, sans un coût en mana à côté. Exactement. Et en plus, souvent, quand c'est le cas, Atog. Voilà, c'est pour donner un bonus temporaire. C'est rarement intéressant. Et là, puis c'est souvent assez aggro ou voilà. c'est faire des dégâts directs ou voilà. Donc là, on a un effet qui va vous permettre donc d'être un sac à outlet, un moteur de sacrifice pour vos artefacts, donc aussi pour vos créatures hein, du coup. Oui, quand même. Je pense que plus souvent on le verra jouer. C'est ça. Oui, il y en a pas beaucoup qui le font avec des artefacts. Plus souvent, je pense qu'on le verra sur des créatures. En fait, c'est une carte qui, d'un point de vue du cube, elle est davantage game changer, elle est davantage novatrice dans le cadre du GOT artefact. Mais comme il y a moins de cubes et moins de decks, il y a moins de contexte où en fait cette carte elle est applicable sur les artefacts, on la verra plus souvent sur les créatures. Surtout que par rapport aux autres effets similaires pour les créatures, encore une fois, elle cogne. C'est une 3-2 pour 2 quoi. Voilà, Là en fait c'est une carte qui va mettre la pression. Surveiller 1, ça développe pas votre board, mais ça va vous aider à toucher vos cartes qui vous tabasser l'adversaire. Si pour peu que vous avez dans votre deck des saboteurs du couchant dont on a parlé juste avant. Qu'on aime mettre au cimetière aussi. Voilà. Comme la première. Voilà, on va trouver. Il y a des choses qui se passent entre ces cartes. Mais en tout cas, sans s'étaler beaucoup plus sur ce moteur de sacrifice, il est efficace, il est pas cher, il met la pression. En fait, il n'a pas de défaut. Et je crois que c'est surtout ça. Et il est novateur. Et en plus, il innove pour les artefacts. Donc, moi, typiquement pour mon cube, moi je suis juste enchanté. J'attends des cartes comme ça depuis hyper longtemps. Actuellement, je joue KCI, donc Krark Clan Ironworks, justement parce que j'ai besoin de moteur de sacrifice pour les artefacts. Et c'est un moteur à 4 mana, donc c'est vraiment le bout du monde. Qui est un artefact qui fait que ça, encore une fois, donc tu peux faire 4 mana à rien faire. Voilà. Essayer de générer du mana derrière. Après, KCI, souvent ça casse. Hein, mais... Je joue Ravageur Entravark, mais en fait, le problème, c'est que. Dévastateur Entravark, pardon. C'est Arcbound Ravager, mais c'est Dévastateur Entravark. Mais encore une fois, il ne fait, avec des guillemets, que grossir. En fait, c'est intéressant d'avoir quelque chose qui va venir justement aider dans une dynamique un petit peu plus contrôle, un petit peu plus combo, un peu plus boui-boui. Ça me plaît beaucoup. À mon avis, la carte, comme beaucoup de cartes récentes, elle va mettre sûrement longtemps à entrer dans les cubes, mais je ne serais pas surpris. De la même manière, tu sais qu'à un moment, Voyant de Viscère, donc 1-1 pour 1, sacrifie une créature, faites un regard 1. Cette créature, elle était jouée dans quasiment tous les cubes où il y avait un archétype aristocrate, alors que la créature c'est une 1 pour 1, ça fait vraiment rien. Ouais, c'est ça, quand tu compares à ça... je serais pas surpris que Zelator il rentre dans beaucoup de ces cubes là et qu'il prenne un petit peu sa place, et je pense que ce serait pas gâché. Pour moi, c'est... Enfin, ça dépend de la vitesse, parce que c'est vrai que le fait d'avoir une base qui a 1 mana, soit ça te permet déjà de la jouer tour 1, soit ça te permet de la jouer dans le même tour où tu mets en place un outil de récursion et tout de suite partir et faire des bêtises. Donc le mana en plus est pas anecdotique. Dans un truc un peu plus boui-boui avec des créatures qui reviennent avec le landfall par exemple, ou ce genre de choses. Là on a vraiment une vraie bonne machine qui va vraiment mettre la pression aussi. Il y a 1 million d'archétypes Golgari. C'est un truc qu'on a déjà dit plusieurs fois, mais quasiment à chaque fois qu'on se pose au début d'un cube, de dire alors les archétypes pour telle couleur c'est ça, telle couleur c'est ça. Souvent quand on revient à Golgari, c'est récursion cimetière. Et du coup, voilà, là on a une bonne carte pour sacrifier tous nos trucs de récursion. Et après les ramener. Et les ramener derrière parce que pourquoi pas. Puis peut-être ramener d'autres choses parce que surveiller, contrairement à un regard, ça met bien dans le cimetière. Voilà, c'est qu'on on continue de remplir notre cimetière en plus de faire ça. Enfin, vraiment, la carte s'intègre à un paquet d'archétypes très facilement. Quoi. Et justement, c'est vrai qu'au final, on l'a dit, mais on est passé rapidement dessus. Je crois que c'est aussi ça la grosse différence avec Voyant de Viscère. Voyant de Viscère, c'est un regard 1. Là, c'est surveiller 1. Et donc, intrinsèquement, dans ces decks-là, l'effet est beaucoup plus fort. Ça n'a rien à voir. Toutes les créatures récursives que tu veux sacrifier, en fait, tu vas en mettre d'autres au cimetière et continuer de refaire tes effets. Elle est parfaite. Ouais, c'est ça. Franchement, la carte parfaite, elle a juste pas de défaut. Je dirais son plus gros défaut, c'est que c'est un clair et tout le monde s'en fout. Mais ouais, mais c'est une tribu, ça donne tellement envie de faire des trucs avec, et quand tu regardes les payoffs, t'es toujours déçu, c'est dommage. La carte d'après, c'est Susurrien né du vide. Alors, on est sur un vampire et soldat pour 3 mana. Ça, tu vois, ça c'est un type de créature qui claque un peu plus. Ah, vampire soldat, je suis vraiment pas fan des vampires en vrai. Donc 2 incolores, 1 noir, on est sur une 2-2. À chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature ou qu'un autre artefact que vous contrôlez meurt, un adversaire ciblé perd un point de vie, vous gagnez un point de vie.
Le tout avec un petit hyper espace pour un noir. Ça a l'air de bien marcher avec celle d'avant quand même. Ouais, et avec la première. Et avec la première aussi, ouais, c'est fou. C'est quand même pas mal parce que là en dessous, pour 4 mana, parce qu'on joue notre créature qui permet de sacrifier une créature. Puis pour 1, on warp une 2/2 célérité. Puis pour 1, on warp un susurien né du vide. Et du coup, on va taper à 2 avec notre célérité, puis commencer à sacrifier notre truc, gagner des points de vie, perdre notre adversaire en perd, et puis on va les ramener. Ah mince, ça nous coûte 2 points de vie, mais c'est pas grave, on en a gagné un. Non, ça a l'air de faire des bêtises cette histoire quand même. C'est mal. En fait, je crois que comme les autres artistes de sang, ces effets qui vont drainer des points de vie. Donc ce qui est très fort, c'est que à la fois nous on regagne des points de vie, à la fois on en fait perdre à l'adversaire. Donc ça va aider à se maintenir en vie et ça va tuer l'adversaire à petit feu. Ce que j'aime beaucoup avec celui-ci, c'est 2 choses. Le premier, c'est que ça marche et pour les créatures et pour les artefacts. Encore une fois, on est sur un truc qui rajoute les artefacts dans cette optique, qui est un truc qu'on n'a pas vu depuis longtemps, parce que ça existe aussi pour les artefacts. Je crois que ça a été ban en Pauper d'ailleurs. Oui, complètement. Son nom, mais... Disciple du chaos. Voilà, disciple du chaos. Ah là là, si cher à mon cœur. Mais si ça ne tenait qu'à moi, j'ouvrirais en grand le caveau de Mirrodin et je libérerais toutes ces pauvres cartes injustement emprisonnées. Mais je sais pourquoi elles y sont. Hein, mais voilà. C'est comme les titans de Hercule. Ils sont trop forts. Mais bon, donc ça c'est le deuxième truc intéressant. Voilà, pour moi c'est il va interagir avec différents types de cartes et donc ça le rend hyper polyvalent. Ça va aider à faire une glue, à faire de la cross-pollinisation dans vos cubes. C'est une carte qui va et marcher avec vos artefacts et marcher avec vos créatures. Donc vous allez pouvoir trouver des petites passerelles, ça c'est super chouette. L'autre truc c'est pour un mana c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Et puis c'est même pour 3 mana en vrai, parce que quand on regarde ces effets similaires qui existent, en général c'est des 1-1 pour 2. Là on est sur une 2-2 pour 3. C'est pas un effet, on a envie que ce soit sur un gros body normalement. Le mana en plus, il est plus embêtant qu'autre chose. Mais le fait qu'on va pouvoir le caler pour un mana sur un big turn qu'on va essayer de faire, c'est meilleur. C'est vraiment meilleur. Tu vois, il est là ton disciple du chaos pour un noir. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on s'embête ? Mais qui marche sur les créatures. Un bon effet artiste de sang, je pense. Alors oui, comme tu l'as dit, un peu plus cher sur le coup en haut à droite, mais en vrai, il a tellement d'autres atouts. Ouais, mais en vrai, sur un tour où tu es en train de te setup, 3 mana, c'est pas la fin du monde non plus. Clairement. Le body, en fait, d'avoir un endurance de plus, ça peut vraiment compter aussi. Puis c'est pas un artiste de sang 0-1, quoi. Voilà, lui, il va pouvoir traîner une bête s'il bloque. Hein. Puis en fait, il va aussi réussir à peut-être attaquer, juste mettre 2 points un tour. Quand on draine, c'est important. Ouais. C'est ça. Et puis du coup, vraiment, cette capacité à faire un big turn... encore une fois avec cette hyperspace qui est vraiment intéressante. Quelle est notre dernière carte noire, Antonin ? Alors, notre dernière carte noire a un nom qui me rappelle une autre, qui s'appelle Trajectoire Tragique. TT, on va l'appeler très vite, je pense. Il y avait Tragique Il y avait Tragique quelque part, mais je ne sais plus où c'était. C'est un rituel qui coûte 1 noir. Bon, déjà, c'est un peu moins bien, c'est un rituel. La créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Bon, ça, des effets comme ça, on en a un paquet. Souvent, c'est pas suffisant. Par contre, ici, on a une ligne vide, dont on vous parlait tout à l'heure. Cette créature gagne -10/-10 jusqu'à la fin du tour à la place si un permanent non-terrain a quitté le champ de bataille ce tour-ci, ou qu'un sort est passé un hyperespace ce tour-ci. Donc là, on se rend bien compte que si c'était révolte, ce serait con. Ouais. ce serait vraiment débile. Même si la carte, elle a un défaut. Hein. C'est un rituel. C'est un rituel. Non, c'est ce qui l'empêcherait de surpasser une poussée fatale ou quoi que ce soit. Je pense qu'on en serait quand même pas loin. Mais par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est que la carte à laquelle on pensait, c'était Tragic Slip, Fatal Glissade. Il n'y a pas Tragique en français dans le nom. Et Fatal Glissade, en fait, si une créature est morte, donc c'est avec la morbidité, vous faites -13 à la place. Sinon, vous ne faites que -1/-1. Et c'est ça qui a fait que cette carte, même si je l'aime beaucoup, elle a jamais réussi à trouver sa place. Là où le plancher de -2/-2, il fait que la carte, elle va quand même trouver son utilité. Si on regarde Disfigure ou si on regarde Coup de poignard qui est sorti en fondation, qui sont donc des éphémères pour un mana noir, -2/-2 une créature, vous allez toujours prendre une bête. C'est des bons removals début de partie pour gérer. Alors, évidemment, vous n'allez pas trouver les deux dans le même queue, plutôt rarement, mais ça tue très bien les Ragavan. Voilà, ça tue très bien ces petites créatures début de partie. En early, ça fait quand même vraiment les choses. Hein. Voilà. Et du coup, le fait d'avoir un mode qui dit j'ai un removal à 1 mana qui va tuer toutes les petites bêtes d'early game. Et en late game, je vais pouvoir tuer une grosse bête. Si j'arrive à me faire un setup. Voilà, et ça, je trouve ça hyper intéressant. Contrairement, comme je disais, à Fatal Glissade, qui, avec -1/-1, dès que la bête elle est de 2, vous pouvez plus la tuer. Enfin, vraiment, 1 d'endurance, c'est pas beaucoup. Là, et puis, c'est une créature qui meurt. Ouais. Pour activer la morbidité. Là, on est sur un permanent qui quitte le champ de bataille.
Tu peux blink, tu peux sacrifier un artefact, tu peux... Voilà, ça marche très bien avec les trésors. Moi, la carte, je la rapporte plus à une poussée fatale. Ouais. Fatal Push, qui dit détruisez une créature de coût converti de mana 2 ou moins, et si révolte, donc, créature CCM 4 ou moins. Oui, mais comme la morbidité, ce qui est rigolo, c'est que le vide marche même si le permanent en question, ce n'est pas toi qui le contrôle. Le permanent qui a quitté le champ de bataille. C'est vrai, j'avais pas fait attention à ça. Et c'est là où c'est la différence avec Révolte, c'est que vide marche si n'importe quel permanent a quitté le champ de bataille. Bon, je reprends ce que j'avais dit. Oui, non, c'est un bon deuxième anti-bet aussi. Voilà. C'est le genre d'anti-bet qui pourrait être intéressant si on en avait deux aussi. Si t'en as deux en main, parce que tu peux tuer une petite bête et ça va te donner un trigger qui va ça va trigger le vide qui va te permettre de tuer la grosse bête à côté. Donc voilà. Non, c'est ok. Et vraiment, comme je le disais, alors le fait que ce soit rituel fait vraiment que la carte est beaucoup moins forte que coup de poignard. Hein. Donc si on compare vraiment un mana -2/-2, c'est aussi beaucoup moins fort que poids mort. Mais poids mort, c'était très joué en popper. Voilà. Oui, non, là, c'est poids mort, c'est un enchantement qui va rester. Donc voilà. En fait, même si la créature est trop forte, est trop grosse, voilà. Après, je pense qu'un deck qui voudrait la jouer doit juste trouver des manières de pouvoir se trigger son vide tout seul, soit avec des trésors, soit juste avec des petites créatures qui vont venir faire des trades. Je t'attaque avec 3 créatures, ta grosse 5/5 elle va me bloquer un, et derrière elle va mourir. Donc, voilà. Je suis d'accord. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'ai l'impression que c'est un removal assez intéressant. Moi j'aime bien ça. Il doit se considérer à mon avis. Ouais, sa modalité en fait est assez chouette. Je pense qu'il est plus adapté à des cubes un petit peu moins power parce que le fait qu'il soit en rituel et que parfois vous n'arriverez pas à activer le vide fait que il va être pile dans cet emplacement qu'on n'aime pas, dans cet entre-deux il est rituel, donc il n'a pas la versatilité d'un éphémère, mais t'es pas assuré que ça tue toujours un truc, tu vois. Après, si c'est un anti-bet qui est là pour un archétype, en fait, dans un archétype aristocrate, oui. La carte est sûre de toujours pouvoir activer. Oui, je suis d'accord. Et du coup, c'est un anti-bet que tout le monde peut prendre, mais que si c'est le joueur qui a drafté aristocrate qui l'a pris, lui, il a vraiment débloqué la totalité de la carte, quoi. Donc, mais c'est vrai que pour avoir ce genre de removal synergique qui vont rentrer dans des archétypes, j'avoue que j'ai tendance encore aujourd'hui à privilégier des cartes comme Fragment d'Os, ces cartes qui disent pour un mana noir, vous allez sacrifier une créature en coût supplémentaire et détruire une autre créature. J'ai tendance à privilégier ces effets-là, mais je reconnais que oui, il a le mérite de, sur la carte, te dire ce serait quand même bien si tu as des synergies, des trucs qui te permettent d'activer le vide plus facilement. Il te le dit de manière moins explicite, plus implicite. Mais je pense qu'il le dit quand même, et effectivement, moi j'aime bien les removals qui ont un peu de texture et qui sont pas juste détruire la créature. Oui, c'est ça. C'est tout pour la couleur noire, Antonin. Hey, ici Lucas et Antonin de la cabine de montage. Toujours là. Cet épisode dure depuis beaucoup trop longtemps. Ça commence à faire, ouais. On a décidé de vous épargner et donc on a coupé cet épisode en 2 parties. Surtout vu ce qui vient. La deuxième partie, j'espère qu'elle vous plaira aussi. J'espère que cette première partie vous a déjà beaucoup plu. Mais on va donc clore ici cette première partie de l'analyse d'extension aux portes des éternités. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Cet épisode du Maître Cube, ou cette première moitié d'épisode du Maître Cube, vous a été présenté par Lucas Forlacroix ainsi que par Antonin. Merci Antonin d'être venu discuter avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. La musique est produite par Léa Ikash, les visuels sont réalisés par Ophélie Pimbergri. Le jeu de cartes Magic l'Assemblée est produit par Wizard of the Coast. Continuez de jouer à Magic, continuez de cuber et à bientôt pour un nouvel épisode du Maître Cube.